Bonjour, bienvenue au cours numéro 4 de l'UE l'IFAP 4. C'est un cours qui parle de gestion de code en général. Donc l'objectif un petit peu de tout ce qu'on va présenter dans ce cours-là, alors il y a pas que des choses nouvelles, hein, parce que la gestion de code, c'est des choses que vous avez déjà commencé en IFAP 1. Là, on va essayer de mettre un petit peu du formalisme et un petit peu des règles sur tout ça. C'est pas forcément le cours où il y a le plus de côté fun et sympa, mais c'est un cours hyper important si vous voulez passer au niveau au-dessus dans la qualité du code que vous allez produire, et surtout si voulez être capable de vous insérer dans une équipe de développement ou dans la première version, c'est le projet de l'IFAP 4, mais même pour la suite, pour votre stage en troisième année ou pour votre futur métier où vous allez faire du développement, il y a toute une série d'outils qui sont hyper importants là-dedans. Donc l'objectif quand on écrit du code en général, c'est de travailler à plusieurs. Alors pour l'instant, dans les UE, l'IFAP 1, l'IFAP 3, c'est vrai que c'était beaucoup des TP un peu Kleenex. Vous écriviez le code, vous le testiez, il était noté, vous le jetiez à la poubelle. Dans une entreprise ou dans la vraie vie, normalement, c'est pas comme ça. On écrit du code et le code doit être pérenne dans le temps. Il doit vivre des années et des années, éventuellement être mis à jour, éventuellement même peut-être changer de système d'exploitation cible, ou même éventuellement changer de langage, mais il faut que ce soit robuste et il faut que ça tienne le coup. Il faut que ce soit robuste aussi au changement d'équipe. Alors, ce ne sera pas le cas de l'IFAP 4, on pourrait faire en IFAP 4 à mi-parcours, on prend les équipes de développement et on les casse, et on prend un développeur, on le met dans l'équipe d'à côté. Ce n'est pas le cas pour l'IFAP 4, par contre ce sera le cas probablement dans une entreprise. Tous les N mois, il va y avoir des développeurs qui partiront dans une autre boîte ou des nouveaux qui arriveront parce que le produit grandit, etc. Donc déjà, les choses, il faut définir quelques règles d'écriture du code, ces espèces de règles de bonne pratique. C'est pas parce qu'un programme compile qu'il respecte des standards. Le compilateur, il est juste là pour regarder la syntaxe. Le reste, ça n'a pas d'importance pour le compilateur. Par contre, ça a de l'importance pour un humain qui va reprendre du code. On va regarder aussi un petit peu les systèmes de contrôle de version. Alors, c'est des choses que vous avez probablement déjà entendues, parce qu'ils sont utilisés maintenant tout le temps. Même, on pourrait presque montrer ça dès la première année. Alors, ça ferait peut-être un peu beaucoup de choses pour certains, mais sinon, ça pourrait se montrer plus tôt qu'en l'IFAP 4. Documentation du code, ça c'est des choses que de temps en temps vous le faisiez parce que le code allait être noté par un prof, mais là on va regarder un petit peu des choses un petit peu plus pro pour documenter votre code, des outils qui vont produire de la doc un petit peu plus lisible que juste je relis les commentaires qui sont au-dessus d'une fonction. Après, tester et retester ce code, alors ça c'est plus dans le cours suivant, mais c'est des choses qu'on peut commencer déjà à parler là-dedans, c'est plus dans le cours de la semaine prochaine. Donc convention d'écriture du code. En général, quand vous êtes dans une entreprise, il y a beaucoup de développeurs qui peuvent éventuellement changer souvent. Le code est conséquent. Conséquent, ça ne veut pas dire, voilà, l'IFAP 1, vos premiers TP, c'était 50, 100 lignes de code. En l'IFAMI, vous étiez monté à, je sais pas, 1000 lignes de code. En l'IFAP 4, là, vous allez monter à 3, 4, 5 000 lignes de code. Votre cerveau doit être normalement capable d'appréhender maintenant plusieurs milliers de lignes de code sans être perdu. L'IFAP 3, c'est une liste chaînée, ça peut se faire en pas énormément de lignes de code non plus, mais bon, voilà. Après, quand vous arriverez dans une entreprise, vous allez arriver dans du code où il y aura 1 million de lignes de code, 10 millions de lignes de code, 100 millions de lignes de code, avec des fois des besoins de revenir en arrière, parce que vous avez tout d'un coup un client qui se rend compte que bah, le truc qui marchait très bien jusqu'à maintenant, depuis 2 mois, il ne marche plus. Dans la nouvelle version, ça fait un bug à tel endroit. Il y a aussi après que chaque programmeur a sa façon de coder. Alors façon de coder, c'est façon de trouver l'algorithme qui sera le plus efficace pour résoudre un problème, mais aussi même juste sa propre façon de coder. Est-ce qu'il va mettre des espaces? Est-ce qu'il va mettre des tabulations? Est-ce qu'il va mettre l'accolade en haut? Est-ce qu'il va mettre l'accolade en bas? Il y a tout ça qui va avoir un impact sur est-ce que le code va être pérenne dans le temps et va être lisible. Et puis après, chaque éditeur de code aussi a sa façon de représenter le code source. Si vous ne faites pas attention à la configuration de votre éditeur de code, il va vous mettre des espaces ou des tabulations, et vous aurez un résultat qui sera différent quand vous l'ouvrirez dans un autre éditeur de code. Donc si on prend voilà, un exemple au hasard, un studio de développement jeux vidéo, parce qu'en IFAP 4, beaucoup de vos projets ressemblent un petit peu à des jeux vidéo, il y a plein de projets qui vont s'enchevêtrer les uns les autres. Par exemple, il y a le gros projet qui va être le moteur des jeux, et puis après, il y a plein de jeux qui vont se greffer là-dessus, qui rajouteront éventuellement des briques au-dessus de ce moteur-là, et en général, vous avez plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers de développeurs, et puis plusieurs millions de lignes de code. Si on pousse le paradigme même vraiment beaucoup plus loin, vous avez après Unity qui était au départ le moteur de base, qui est devenu un outil à part entière distribué.
Donc si on veut que tout ça tienne la route, il faut se discipliner un peu. C'est comme si vous voulez construire un bâtiment, il faut se discipliner un peu. Vous avez un architecte, vous avez des règles, chaque corps de métier a sa manière de fonctionner. Ben, dans le développement, c'est la même chose. Alors, si je vous montre par exemple trois exemples de code. Ces trois exemples de code là, compile, on peut faire un copier-coller, là, les envoyer dans GCC et dans G++. Il va vous sortir quelque chose. Alors le premier, c'est le pire du pire, je ne sais plus ce qu'il fait, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, alors c'est dommage qu'on n'ait pas d'interaction, là c'est plutôt une vidéo. Les deux autres font la même chose, mais ils n'ont pas été complètement programmés de la même manière. Alors déjà, en général, quand on a un amphi, quand je demande bah, qu'est-ce qui ne va pas avec ces trois bouts de code-là, c'est qu'ils me disent bah, c'est complètement illisible. C'est complètement illisible, juste simplement parce que déjà, ce que les enseignants ont dû commencer à faire en première année et en IFAP 3, c'est de vous taper sur les doigts quand le code n'était pas indenté comme il faut. C'est-à-dire que là, l'œil, sans même lire les instructions qui sont dedans, on ne voit pas où est-ce que la collade commande et où est-ce que la collade finit. Tout est collé à gauche, c'est horrible, c'est inutilisable. Euh, on se rend compte qu'il y a des while dans des while, alors des fois peut-être que ce code-là a l'air de faire la même chose. Bon déjà la question c'est quels sont les paramètres qu'on prend en entrée, quels sont les paramètres qu'on prend en sortie. Donc, ma fonction s'appelle truc, c'est déjà pas très heureux le développeur qui a inventé ce nom-là, l'autre elle s'appelle truc2, elle prend en paramètre un pointeur puis un entier, bon c'est pas trop, c'est un... Déjà alors le problème du pointeur c'est qu'on sait pas si ça va être un tableau ou si ça va être juste un élément. Si c'est un tableau, on ne sait pas non plus quelle va être la taille de ce tableau-là. On n'a pas trop d'informations. Donc si on ne rajoute pas de la doc ou au moins une information pertinente sur le nom des variables et sur le nom de la fonction, on n'est pas très aidé. Si je vous montre maintenant celle-là, qui est l'équivalente, qui est complètement équivalente à celle-ci, et que on voit que c'est une fonction, elle renvoie un entier, elle s'appelle tab trouver minimum. Le premier paramètre, c'est un pointeur qui s'appelle tab. Le deuxième paramètre, c'est un entier qui s'appelle taille. Même sans aller lire le code qui est dedans, j'ai l'impression que cette fonction, elle est en train de trouver le minimum dans un tableau. Et c'est ça qu'elle renvoie. Et elle n'a pas l'air de renvoyer l'indice du minimum, parce que sinon elle se serait probablement appelée trouver un indice minimum, alors que là elle s'appelle trouver minimum. Donc globalement, on sait que ce truc-là c'est un tableau, comme en C++, quand on passe un pointeur, on a un tableau parce qu'on peut se déplacer, on peut faire tab de 1, tab de 2, tab de 3, tab de 0, etc. Mais on ne sait pas quelle est la taille réelle de ce tableau. On est obligé de se trimballer en deuxième partie, un deuxième argument qui est la taille. Puis si on regarde un peu après le code, ma variable locale s'appelle mini, c'est celle qui est renvoyée, probablement que c'est là-dedans que je vais stocker le minimum, puis on parcourt toutes les cases du tableau. Ce code-là est lisible, on peut le montrer à quelqu'un, il est capable de comprendre. Si je vous montre ça, il va vous falloir probablement aussi du temps pour retrouver, alors déjà de faire des choses là, bon, c'est des choses qui sont faites exprès, hein. Pour incrémenter le z, on fait z plus b sur b. B sur b, ça doit valoir 1, donc en gros ça c'est la même chose que z égale z plus 1. Ça doit marcher, hein. C'est juste que c'est complètement tordu et compliqué. Pour rien. Alors, la convention d'écriture de code. Objectif, c'est normaliser la rédaction du code pour augmenter sa lisibilité et la compréhension du code source. Si je récupère, donc en général, là pour l'instant, c'est que vos enseignants qui récupèrent votre code, alors peut-être vos camarades quand vous passiez des bouts de code que vous n'arriviez pas à faire, mais l'objectif, c'est quand même à long terme que votre code soit réutilisable par un autre développeur sans qu'il s'arrache la tête. Et réutilisable, ce que j'appelle réutilisable, c'est déjà euh, comprendre l'entête de la fonction ou de la procédure, quels sont les paramètres qu'on prend, quels sont les paramètres qu'on renvoie pour que je puisse l'utiliser. Après, comment c'est codé à l'intérieur, c'est la deuxième étape, mais déjà au moins comprendre la signature et l'interface de ces fonctions-là. Et alors après, même plus tard, comprendre la signature et l'interface des classes, c'est aussi hyper important. L'objectif, c'est d'obtenir du code prédictible et facilement modifiable, que tous les développeurs d'un projet puissent comprendre et appréhender au moment où vous avez besoin d'utiliser le code de l'autre, que ce ne soit pas une prise de tête incroyable pour comprendre ce que ça fait et comment ça s'utilise. Alors ça va aussi avec de la doc, ça va aussi avec des exemples, mais ça va aussi déjà au départ sur la manière d'écrire le code. Dans ce cours-là, on donne des exemples de règles, qui sont des règles globalement beaucoup de bon sens, mais ça fait pas si mal de les entendre au moins une fois dans sa vie, peut-être probablement une deuxième fois dans le cours de génie logiciel de master. Mais vous pouvez avoir des règles différentes dans votre projet de l'IPAFE 4, où vous allez pouvoir tomber sur des règles différentes quand vous arriverez dans une entreprise. Il se trouve quand même que souvent elles sont assez proches de ça. Donc c'est des règles, il faut s'en fixer lorsqu'on travaille à plusieurs. Éventuellement, elles peuvent être un peu différentes de ce qu'on vous montre.
Alors juste après des choses toutes bêtes, hein, sur le format du fichier quand on le regarde, on essaye d'avoir du code qui dépasse pas 80 colonnes ou 100 colonnes, c'est-à-dire que vu la largeur des écrans actuels, on s'amuse pas à avoir du code qui tient sur 500 caractères ou autre, et puis même si les écrans s'élargissaient, ça aurait aucun sens, c'est-à-dire que si on peut aller à la ligne, il n'y a aucun problème, ça coûtera pas plus cher d'avoir du code sur 2 lignes. Si jamais le fort ici, vous avez vos noms de variables qui sont trop longs, essayez de les couper de manière intelligente et de les remettre comme ça pour que ce soit lisible, euh, mais de ne pas trop dépasser. Ce qui peut se passer loin dans les colonnes de droite, même avec certains éditeurs, ça peut être complètement caché et on peut même ne même pas voir que l'ascenseur doit être à bouger. Autre règle qui est importante, c'est de choisir d'écrire tous vos noms de fonctions et de variables, soit tout en anglais, soit tout en français. N'essayez pas de mélanger les deux. L'idée, c'est que quand moi je vais appeler le code de l'autre développeur, quand je suis en train d'écrire, je me dis, ah, j'ai besoin de telle fonction, hein, c'est mon collègue qui l'a écrite. Il faut presque même que j'ai pas besoin d'aller voir dans la doc comment il l'a écrite, c'est que je me dis, ah, ben, j'ai besoin de trouver le minimum dans le tableau, je sais qu'on écrit tout en français, je sais que les 3 premières lettres travaillent sur la structure, donc je vais écrire tab, trouver minimum, et après, si j'ai un éditeur de code à peu près sympa, il va lui me compléter la fin automatiquement en me proposant, bah voilà, les 5 fonctions qui existent qui commencent comme ça, c'est celle-là, et puis je vais choisir parmi ça, et j'ai pas besoin d'aller voir la doc, j'ai pas besoin d'aller ouvrir le point H de l'autre développeur. Évidemment, les blocs et les fonctions doivent être indentés. Et ça, on vous l'a assez répété, j'espère qu'au bout d'un moment, ça va finir par rentrer. Les lignes trop longues doivent être effectuées de manière lisible, logique et évidente, c'est à peu près comme ici, là. Ça mélange un petit peu des règles dans tous les sens. Sur les noms de fichiers, vos noms de fichiers aussi doivent avoir des règles. C'est extrêmement pénible d'avoir des noms de fichiers où des fois c'est de l'anglais, des fois c'est du français, des fois c'est des majuscules, des fois c'est minuscules, des fois c'est des points C++, des fois c'est des points CC, des fois c'est des points CPP. Faites un choix et il faut vous y tenir. En général, le truc qui est beaucoup utilisé, c'est d'appeler vos fichiers .cpp. Évidemment, de les appeler .c, c'est à bannir, parce que quand vous êtes sous Windows, Windows ne fait pas de différence entre un .c et un .c. Quand vous avez un fichier qui s'appelle camion, probablement qu'à l'intérieur, on s'attend à retrouver soit une structure, soit une classe qui a un rapport avec un camion. Sinon, ça n'a aucun sens d'appeler ce fichier-là camion. Et n'appelez pas votre fichier boîte à outils, et puis dans lequel vous allez ranger des tonnes et des tonnes de classes qui vont proposer des boîtes à outils. Donc ici, ben, camion.h, ce qui va avec, c'est le camion.c ou camion.cpp si vous êtes en C++. Les fichiers non-tête doivent contenir une garde d'inclusion multiple, c'est-à-dire un if-def ici, là, de nom de module, nom de module. C'est important pour éviter les inclusions multiples de chacune de vos classes. Ça veut dire que tous les types qui vont être définis ici entre le define et le ndif ne seront définis qu'une fois. Si ici vous déclarez une classe, et que ce point H est inclus plusieurs fois, ce qui va arriver parce que le point HA va inclure le point HB qui va inclure le point HC, puis le point HD va aussi inclure le point HA qui va réinclure, donc il y a plein de fichiers qui peuvent être inclus plusieurs fois. Et cette directive-là de non-inclusion multiple va faire en sorte que les fichiers ne soient, que les types déclarés ici n'apparaissent qu'une fois, et éviter les erreurs de compilation. La convention, si vous ouvrez un point H standard là, de n'importe quelle librairie, de n'importe quel système, la convention c'est toujours d'avoir le if and def, le define, et puis après le nom du module, et puis un H. Alors c'est les nombres de soulignés qui vont changer. Ici il y a des soulignés au début, puis 2 soulignés entre le nom du module et le H. Des fois il n'y a qu'un souligné, il n'y a pas de souligné au début, ou il y a 3 soulignés. Bon, ça c'est dans votre projet, vous choisissez un standard pour ce truc-là, et vous y tenez, vous le faites tout le temps. Euh, les types de base doivent être en général le plus possible indépendants du système d'exploitation. Je sais qu'il y a certains OS où vous avez des types qui sont des fois des entiers sur 4 octets, des fois des entiers sur 8 octets, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye souvent de bannir. Alors il y a beaucoup de frameworks, de librairies et d'outils qui commencent par redéfinir tous les types de base avec des choses comme int32 pour 4 octets, int64 sur 8 octets, qui sont des longs, qui sont juste de tous les types de bases qui sont redéfinis pour être sûr que tout le monde parle de la même chose quand on va compiler sur 2 OS différents, ou quand on va éventuellement se passer des fichiers qui ont été sauvegardés sur 2 OS différents. Les dièse include, c'est du traitement de texte. En gros, quand vous mettez dièse include et le nom d'un fichier, ce que va faire le pré-processing de votre compilateur, il va prendre le fichier, il va le recopier à cet endroit-là.
Donc, comme c'est pas très intelligent et pas très malin ce que fait le dièse include, la convention veut qu'on les mette tous au début d'un fichier. On fait surtout pas de dièse include de fichier .cpp, et on fait surtout pas de dièse include au milieu du code, ni dans un .h en plein milieu, ni dans un .c en plein milieu. Les types locaux à un seul fichier doivent être déclarés à l'intérieur de ce fichier, c'est-à-dire que si j'ai besoin dans un module d'une classe particulière, je vais la déclarer que dans le .c, je ne vais même pas la faire apparaître dans le .h, autant qu'elle reste cachée pour tous les autres développeurs. Bon, ça c'est plus des petits détails anecdotiques. Enfin, le dièse include, non, hein, c'est important. Les ifdef aussi ici sont importants et les dièse include sont importants. Donc, si vous ouvrez une déclaration typique, alors ici c'est du C euh, avec, euh, avec la structure et les fonctions qui sont à part, tel qu'on le faisait en l'IFAP1 ou en l'IFAMI. On a la version avec la classe, comme maintenant vous faites des classes, on va passer à cette version-là. Donc on a le ifdef, mon fichier s'appelle camion.h, dedans j'ai le ifndef de ça, alors je n'ai pas trop détaillé, mais le ifndef veut dire, cette directive-là, elle dit, si ce machin-là n'a jamais été déclaré, le n ici veut dire not. Ce truc-là n'a jamais été défini. Ce que je fais, c'est que je commence par le définir. En même temps que je définis ça, je définis toutes les classes qui sont dans ce fichier-là, et à la fin, je fais le ndif. La deuxième fois que ce point h sera inclus, le ifndef dira 1, ben, camion souligné h a déjà été défini, donc je ne rentre pas là-dedans et je saute à la fin du ndif, et les types n'apparaîtront qu'une fois. Dans camion.h, j'ai une classe qui cause d'un camion, j'ai un constructeur, j'ai des données publiques, j'ai des données privées, ça on y reviendra, vous en avez déjà pas mal discuté avec Nicolas Prono. Mais en gros, voilà, votre fichier doit ressembler à ça, mis à part qu'il manque quelques trucs ici, il manque les commentaires et les docs et la doc qui vont permettre de comprendre comment utiliser ce code et à quoi sert ce code. Donc c'est ce que je vous mettais là en bas, on en discutera plus tard, mais au moins tous vos fichiers doivent ressembler à ça. Et si on ouvre un fichier quelconque, là, pris au hasard, dans un USR include quelque part dans string.h, vous allez avoir des choses qui vont ressembler à ça aussi, avec les commentaires du début qui seront probablement plus longs, avec des histoires de licence ou autres, mais on fera peut-être un tour tout à l'heure dans un des fichiers un peu standard. Les règles de nommage. Alors après, il y a l'histoire des majuscules, donc je vous ai parlé un petit peu de l'anglais, mais il y a l'histoire aussi des majuscules, des minuscules, ce qu'on met les soulignés, les tirés. Il y a plein de choses qui peuvent être inventées. Nous, ce qu'on vous propose, c'est le nom des classes, c'est une concaténation de mots avec chaque début de mot en majuscule. Donc liste d'entiers, par exemple, grand L pour liste, grand E pour entier. Mon œil est très facilement capable de découper ici chacune des choses en mots, même s'il n'y a pas d'espace, grâce aux majuscules. Tabdin mot, c'est un tableau dynamique de mots. Alors pour différencier le nom d'un type, donc le nom d'une classe avec le nom d'une fonction, on peut faire que le nom des fonctions commence par des majuscules et puis après on a un verbe à l'infinitif qui définit l'action que va faire cette fonction. Alors ça c'est plutôt des fonctions qui sont à la C, qui sont pas dans les classes, dans lesquelles on rajoute cam sauver, lst ajouter. Quand vous écrivez une classe et que vous n'êtes pas en train d'écrire une fonction, une procédure qui vit sa vie toute seule, qu'elle est rattachée à une classe, vous n'êtes pas obligé de remettre le cam. On sait que la fonction sauver va travailler sur camion parce qu'elle appartient à la classe camion. Les constantes, toujours tout en majuscule. Si vous avez besoin de rendre les choses un peu plus lisibles, parce que là, ici, c'était lisible parce que vous aviez des minuscules sur la longueur du mot. Ici, si vous mettez tout en majuscule, si vous collez tout, ça devient illisible. Donc souvent, les gens mettent des soulignés entre les mots pour que là, ils soient capables de lire ce qui se passe. Les variables, alors plutôt un début de nom de variable en minuscule. Les variables qui ont une longue portée doivent avoir des noms longs et explicites. C'est-à-dire qu'en gros, les i qui sont juste vos variables de boucle, qui n'ont pas trop d'importance, qui vont être visibles que dans la boucle qu'on est en train d'écrire, ça peut être un nom court et ça peut être très simple. Ou ça peut être, et puis vos variables x, xy pour les coordonnées d'un point, ou des choses comme ça. Ça peut être des noms courts. Par contre, quand c'est des variables qui sont vues par exemple dans toute la classe ou qui sont vues dans plusieurs classes parce que c'est des constantes, essayez de leur donner des noms longs qui sont très explicites et puis qui vont éviter surtout les conflits avec d'autres variables de noms. Donc, par exemple ici, j'ai un type, donc le type ligne, et puis après quand je vais déclarer une variable, je vais l'appeler soit li, soit ligne, et puis avec les fonctions qui vont avec, qui ont un rapport avec la classe ligne.
Si vous avez plusieurs objets, ben, vous pouvez utiliser les pluriels, hein, liste de camions, ça mange pas de pain d'avoir un camion avec un S. Alors souvent le S, c'est vrai que ça rajoute pas grand-chose entre un camion et plusieurs camions. Il faut avoir l'œil, il faut avoir le nez dessus, il faut se dire ah il a mis un S, ça veut dire que c'est plutôt une collection. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, ça peut être pratique d'avoir les petits LST, là, je sais plus où c'était, c'est sur le transparent avant ici, d'avoir le petit LST pour dire que c'est une liste. Donc ici, ce serait peut-être pratique aussi, par exemple, d'appeler une variable qui contient une liste de camions, de l'appeler LST camion ou L camion avec un L en minuscule et puis ensuite camion en majuscule. Il y a des conventions de nommage qui vont même plus loin que ça, qui rajoutent des petites lettres devant pour définir le type de chacune des variables que vous êtes en train d'utiliser. IAge, par exemple, on sait que cette variable-là ne pourra contenir que des entiers. Ça va éviter d'y affecter des flottants ou des caractères dedans. F surface, c'est un flottant qui correspond à une surface. TXT phrase, c'est une chaîne de caractères texte et puis qui contient quelque chose avec l'explication. Quand vous avez un pointeur, on rajoute un petit P, PIH. Donc ça, c'est des choses qui se font beaucoup dans les variables de classe, c'est d'avoir cette petite information sur les types, surtout la notion de pointeur. Puis alors, il y a des gens qui rajoutent, quand c'est une variable de classe, un M souligné, M pour membre, par exemple. M souligné âge, et ça, ce sera une variable de la classe qui s'appelle souligné. Les variables d'itération, souvent utilisées IJK ou éventuellement XY, mais vous amusez pas à mettre des variables d'itération un petit peu autres. Ça, c'est une espèce de convention, elle est tellement standard que quand on voit un IJ et un K, on l'utilise pour faire une variable de boucle. Et n'utilisez pas IJ et K pour faire autre chose que les variables de boucle, parce que ça va porter forcément à confusion. Les conversions de type. Vous savez que le C++ va vous faire des conversions de type tout seul sans éventuellement vous mettant un warning si vous l'avez activé dans le compilateur. Mais là, par exemple, j'ai 3,14 qui ici est un double qui va être converti en un flottant. J'ai 12,5 qui est un flottant, qui est un double aussi qui va être converti en flottant. J'ai une multiplication de flottants qui va être affectée dans un entier. Alors ici, j'ai pas trop râlé, mais il y a quand même déjà une conversion de type. C'est que ce truc-là est un double, donc sur 8 octets va être converti en 4 octets. Il y a déjà un peu une perte de précision. Là, c'est pareil. Ici, j'ai trois flottants qui vont donner donc un nombre avec probablement des chiffres à virgule derrière, et je convertis ça en un entier. Bon, le compilateur va vous dire peut-être un warning en disant attention, là tu perds de la précision. En général, vous ne le regardez pas ou vous n'avez même pas activé ce warning-là. Je pense que si c'est exactement ce que vous voulez faire, c'est-à-dire convertir ce flottant en un entier, alors faites-le en disant bah, je fais un cast. Et au moins, ce sera clair pour la personne qui reprend votre code en se disant ah, mais est-ce que A devait pas être un float ici? Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est une erreur? Pour ceux qui ont fait informatique graphique déjà à l'automne, vous avez probablement eu plein de fois le cas quand vous avez fait des boucles de 1 à n pour définir des cylindres, dans lequel ensuite vous avez fait des calculs. Ce calcul où vous aviez des divisions d'entiers et dans lequel vous avez affecté ça à un flottant et où ça s'est mal passé, c'est parce que vous n'aviez pas respecté les types et vous vous êtes retrouvé à avoir souvent des zéros et ne pas avoir le chiffre derrière la virgule parce que vous aviez divisé deux entiers. Euh, les variables, essayez de les initialiser au moment où vous faites la déclaration. Ça, c'est ce que vous avez déjà commencé à faire avec le constructeur dans les classes. C'est on initialise toutes les variables de classe avec le constructeur, mais on le fait, cette espèce de bonne pratique, de bonne manière. Il faut que vous le fassiez aussi dans les variables locales aux fonctions. Je déclare une variable poids, je peux l'initialiser tout de suite ou au moins sur la ligne d'en dessous. Essayez aussi de ne pas définir deux fois des variables qui ont le même nom. Ici, j'ai poids qui est déclaré là, j'ai une nouvelle variable poids qui est déclarée dans la boucle for. Ça compile très bien ce truc-là, c'est juste que cette variable poids, c'est une deuxième variable poids qui n'a rien à voir avec celle-là, qui cache la première. Donc chaque fois que vous êtes dans un nouvel espace de nom, vous pouvez redéfinir des variables qui existent déjà. Le compilateur ne va pas râler, il va dire oh, bah, cette variable, elle n'existe que dans ce bloc, entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante, il n'y a aucun problème, pour moi ça me va. Ici, l'initialisation de la moyenne, c'est un peu trop loin de sa déclaration, mais bon, au moins elle a été initialisée. Alors après, il y a l'histoire des variables globales, et je vais y revenir. Les variables globales, euh, on peut très bien, on peut très bien écrire un programme qui déclare des tonnes et des tonnes de variables globales et qui ne passe plus les variables en paramètres.
Alors ça marche et tous les ans à l'IFAP4, on a des étudiants qui nous disent bah, pourquoi je ne ferais pas comme ça, finalement j'y arrive très bien, c'est super. Et ben, le problème, c'est la compréhension et le débugage du programme, c'est-à-dire qu'en gros, si toutes vos données sont stockées dans des structures qui sont globales, euh, vous allez avoir du mal à retrouver qui a fait le bug là-dedans. Ça veut dire que n'importe quelle fonction dans votre code, à n'importe quel endroit, puis du code, vous allez commencer à en avoir, hein, 5000, 10 000, 15 000, 50 000 lignes de code. Si les 50 000 lignes de code ont accès à vos données, ont accès au tableau, ont accès aux variables, ont accès aux champs, parce que ce sont des variables globales, le jour où vous avez un bug, vous vous retrouvez à avoir n'importe quoi dans votre tableau de valeurs. Vous ne savez pas quelles sont les fonctions, quelles sont les procédures dans tout ce code-là qui ont posé le problème. Donc la recherche d'erreurs avec des variables globales est vraiment compliquée. L'autre chose aussi, c'est quand vous allez vouloir passer à l'échelle. Vous faites votre programme, dedans vous avez stocké une structure de données avec un ensemble de voitures, ça marche très bien, ok super. Puis maintenant vous vous trouvez sur une application, vous dites ah ben maintenant j'ai besoin de gérer deux ensembles de voitures. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous êtes coincé. Si vous avez rangé tous vos ensembles de voitures dans une classe, ben, vous déclarez deux instances de la classe et ça roule. Alors que si vous avez tout déclaré en variable globale, bah, c'est compliqué, il va falloir dupliquer vos variables, vous allez appeler ça ensemble de voitures 1, ensemble de voitures 2 dans vos variables globales, ça va être terrible. L'autre problème avec les variables globales, c'est un vecteur de fuite de mémoire. C'est qu'en gros, si la variable est globale et que la variable fait un new avec une allocation mémoire quelque part, comme elle est globale et qu'elle n'appartient pas à une classe, qui va avoir envie de la détruire? Elle sera probablement détruite peut-être à la fin du main, à la fin de votre programme quand ça va disparaître, mais n'empêche que c'est pas le bon moment. Des fois, des variables, on a envie qu'elles libèrent de la mémoire en cours de route parce qu'elles prennent trop de place. Donc l'utilisation des variables globales, ça c'est quelque chose qui doit vraiment être banni, qui n'existe pas, qui ne doit pas être fait, même si je bien sûr que c'est possible, mais c'est comme coder sans indentation ou en collant tout à gauche. C'est-à-dire que le compilateur, lui, il va avoir aucun problème à compiler des variables globales. Il se trouve que c'est vraiment une mauvaise manière de programmer, une mauvaise manière de concevoir un système. Les boucles. Ça, moi, je le disais déjà dans mes groupes de l'IFAP1, c'est-à-dire essayer d'utiliser un for quand vous avez une boucle simple, c'est-à-dire qui avance quand vous connaissez le début, quand vous connaissez la fin avec le pas d'incrément. Gardez la boucle while quand vous avez quelque chose de compliqué. Alors, je sais qu'il y a des étudiants, des fois, ils veulent pas utiliser le for, ils veulent mettre que des while tout le temps. C'est un peu dommage parce que le for est plus compact et rend le code plus lisible. N'utilisez pas non plus les breaks et les continues dans les boucles. Le break, c'est j'arrête la boucle. Si par exemple ce machin-là devient vrai, je saute à l'étape suivante de ma boucle. Si ce machin-là devient vrai, alors je fais break. Si vous avez besoin de faire une variable compliquée, faites un while. Si vous avez besoin de faire une boucle compliquée, pardon, faites un while. Si vous avez, sinon, débrouillez-vous pour que ça tienne dans le for sans avoir à faire ce chose-là. Donc là, c'est pareil, essayez d'éviter les deux éléments là, les deux variables d'incrément dans une boucle, même si ça se fait, autant le faire plutôt avec un while, ce sera plus clair. Parce que moi, quand je relis le code de quelqu'un, si je lis un for, je me dis ah ben c'est un for, c'est une boucle simple qui va faire de là à là avec un pas de temps et puis j'ai pas à réfléchir. Et si jamais je relis le code de quelqu'un et je dis ouh, il a fait un while, c'est que probablement l'algo est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Ah, il a besoin de plusieurs variables, ah, il a des booléens en plus, ah, il a ça, il fait plein de tests, un machin, et là je me mets à réfléchir un peu plus. Donc important de savoir la différence entre un for et un while et de les utiliser comme il faut. Les expressions conditionnelles, c'est bien d'avoir des if avec plein de choses dedans. Des fois, c'est la notation la plus rapide et la plus compacte. C'est juste que le jour où vous l'écrivez, vous êtes content hein, d'avoir trouvé ce truc-là. Et quand vous le reprenez 2 semaines après, ou quand un autre développeur le reprend 3 mois après, il va rien comprendre. Donc même ces trucs-là avec des if et des ou, vous pouvez les faire avec plusieurs if sur 3, 4, 5 lignes l'une en dessous de l'autre. Ça rendra le code plus clair. Le code sera peut-être un peu plus lent, mais c'est pas grave, le compilateur va l'optimiser pour vous, et puis vous reviendrez à la version initiale, parce que le compilateur il va se rendre compte que ah, ben, tel machin, je peux le factoriser avec ça, puis tel truc, etc. Et c'est lui qui fera l'optimisation pour vous. Donc ça, c'est des choses que, en général, vous ne faites pas trop, mais ça vaut quand même le coup de le dire un petit peu. Des choses aussi que vous ne faites pas trop, mais que on peut commencer quand même déjà à le voir, c'est les histoires des plus plus au milieu des tests. Si vous faites un if i plus plus égale 5, ou un if plus plus i égale 5, ou des choses comme ça, ou même des appels de fonctions, if ma fonction truc bidule égale machin.
c'est souvent un peu pénible. Même les appels de fonction dans les bornes de boucle pour i allant de ma fonction truc, i inférieur à ma fonction machin. Le problème, c'est que votre fonction truc et votre fonction machin, elles vont être appelées à chaque pas de boucle. La fonction truc, la deuxième, celle du test, elle va être appelée à chaque pas de boucle pour vérifier que ça s'est bien passé ou non. Et cet appel de fonction peut-être peut coûter cher. Donc autant le ranger avant dans une variable locale et puis l'utiliser après. Donc tout ça, des choses, c'est souvent du bon sens, c'est souvent des choses que vous ne faites pas et que presque on devrait ne pas vous en parler. Là, l'histoire du break et du continu, comme on vous l'a jamais montré, en général, vous le faites pas. Mais si un jour vous le découvrez, vous dites pas, ah, c'est génial, je vais utiliser ça tout le temps. Dites-vous, ouais, bof, le prof il m'a dit que c'était nul et c'est vrai, il a raison. Alors maintenant, pour aller plus loin, si vous... Donc déjà là, je vous en ai parlé sur 20 transparents, je suis allé assez vite. C'est des choses que pendant le module image que vous allez à rendre, on va regarder. Le script qui va corriger votre module image va aussi essayer de regarder un petit peu ça de manière limitée parce qu'il a ses propres pouvoirs. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver de la littérature. Alors des fois, c'est des gros pavés. Des fois, vous allez arriver. Alors quand vous arrivez dans une petite entreprise, en général, elle n'a pas ça. C'est plutôt un petit document Word dans lequel on vous explique comment bien produire du code. Par contre, quand vous arrivez dans une grosse entreprise, elle peut avoir des codings standards qui peuvent être assez longs et il y a de quoi en écrire des bouquins entiers. Souvent maintenant, c'est pas tellement finalement des documents, c'est plutôt avec les systèmes de gestionnaire de version là qu'on va voir un petit peu tout de suite. C'est que vous envoyez le code, avant qu'il passe en production, votre code va être relu par un ancien développeur de l'entreprise ou par un ancien développeur du projet open source dans lequel vous essayez de commiter. Et lui, il va vous faire des retours sur votre code. Il va faire, ah, mais non, mais nous, notre code, notre projet, il doit pas être écrit comme ça. Il faut que tu changes tes noms de variables, change tes noms de fonctions, mais pas des variables locales comme ça. Je transforme ton for en while. Il va vous faire réécrire votre code jusqu'à ce qu'il soit bon et jusqu'à ce que vous soyez au point sur les règles de l'entreprise. Alors pour aller un petit peu plus loin et pour vous montrer quand même que je ne raconte pas que des bêtises, alors on va regarder un petit peu par la fenêtre. Alors par la fenêtre, je regarde pas la fenêtre mais je vois rien. Non, alors c'était plus un petit jeu de mots, c'est regardons un petit peu ce qui se passe dehors dans la vraie vie. Allons regarder des exemples de projets. Alors c'est bien parce que maintenant il y a pas mal de projets qui rendent leur code open source mais qui sont plus facilement accessibles qu'avant. Alors j'en ai listé. Alors on va utiliser beaucoup SDL2 dans ce cours-là, mais SDL2 leur code il n'est pas accessible aussi facilement que ça. Par contre par exemple le code de Qt, on peut aller voir. Alors, attendez, c'est pas là. Je vais vous retrouver. C'est pas celui-là non plus. Alors si vous allez sur le GitHub de Qt, alors Qt c'est une librairie pour faire une interface homme-machine un petit peu évoluée, mais ça fait des tonnes de choses. Hein. Qt c'est le plus gros, des plus gros codes de C++ qui existent. Alors on peut regarder la partie de base, on va aller regarder un petit peu. Alors déjà quand on se promène là-dedans, là, donc ça c'est le répertoire de base. Quand vous récupérez le code, vous allez faire un clone, vous allez récupérer ça. Alors déjà, bon, il y a plein de choses, il y a plein de fichiers pour la configuration, mais déjà, ce qui est important là-dedans, c'est que bon, il y a des choses autour de la licence, on n'en parle pas trop, mais souvent il y a ces choses-là. Mais vous voyez déjà que tous les fichiers sont pas mis en vrac l'un à côté de l'autre. C'est que vous avez les fichiers sur comment faire pour faire une install. Donc je clique sur install et puis vous avez une explication, alors très courte, mais ici c'est plutôt un lien vers de la doc sur comment faire l'install. Vous voyez aussi que les fichiers sont tous rangés dans des répertoires de manière à peu près cohérente. Dans source, je vais avoir les sources. Dans lib, c'est les librairies. Dans les exemples, quelques tutos qui vont montrer des choses. Dans doc, de la doc. Dans bin, les exécutables qui vont être produits. Puis après, il y a des choses un petit peu différentes. Dans test, tous les tests qui ont été faits sur la librairie. Puis après, il y a des choses, il y a d'autres répertoires qui ne sont pas forcément importants pour l'instant pour l'IFAP4. Mais déjà, moi, ce que je voulais, c'était que vous vous rendiez compte que les fichiers ne sont pas tous mis en vrac n'importe comment, ils sont plutôt bien rangés. Si on va voir dans source, je viens de vous faire un long cours. Alors oui, le problème c'est que les sources de Qt elles sont gigantesques. On pourra prendre un répertoire au hasard. Alors il faut quand même qu'on trouve du code. Il y a le répertoire qui fait du painting dans Qt. Est-ce qu'il y a voilà, si on prend des courbes de Bézier par exemple. Donc c'est exactement ce que je vous disais dans le cours précédemment. C'est qu'au début on a des commentaires avec des infos sur la licence. On a le ifdef dont je vous parlais là. On a les includes qui sont tous regroupés ensemble. Hein. Il n'y a pas d'includes qui sont après, ils sont tous au début.
Après, bon, alors dans Qt, il y a des choses qui sont pas forcément compréhensibles tout de suite. Vous avez le nom des classes. Alors ici, cette classe, c'est parce que oui, il doit y avoir des inclusions. Vous avez A qui a besoin de B et B qui a besoin de A. Donc pour éviter les doubles inclusions, on est des fois obligé de déclarer des classes comme ça. Alors ça c'est bon, une petite directive pour la compilation qui n'a pas d'importance pour l'IFAP4, le nom de la classe, et puis alors ce que je voulais vous dire, voilà, les noms de fonctions, bah, eux ils ont choisi, les noms de fonctions, elles commencent toutes par une, alors déjà elles sont toutes en anglais, c'est pas très étonnant, elles commencent toutes par une minuscule, il n'y a pas de souligné, tous les mots sont concaténés l'un derrière l'autre, mais avec des majuscules. Par exemple, add to polygone, bah, je sais que cette fonction va ajouter quelque chose au polygone, j'ai le add qui est en minuscule, et après j'ai une majuscule sur chacun des mots. Le type, lui, par exemple, par contre, il commence par une majuscule. Alors, dans Qt, ils ont choisi aussi comme convention de nommage que toutes mes variables commencent par grand Q, parce que la librairie s'appelle Qt. Voilà, ben, on peut regarder un petit peu. Alors après, bon, il y a certaines fonctions, il y a des choses que vous avez peut-être jamais vues encore en C++, mais on peut regarder le code. Il est à peu près compréhensible. Vous avez, voilà, sur les noms de fonctions, sur les types, on peut déjà sans se prendre la tête, on est déjà capable de se plonger là-dedans et puis de comprendre ce que font à peu près chacune des choses. Et ça, c'est en ayant respecté la convention de standard. Donc aussi avec l'indentation hein, ici, mais on pourrait ouvrir le point. On va ouvrir un point C pour voir. C'était quoi? On était en train de faire Bézier, on peut prendre Bézier. Toujours mes histoires de licence au début, toujours les include ensuite, et puis après la définition de toutes les fonctions qui sont bien indentées. Alors eux, ils ouvrent les accolades sur la ligne, il y a des fois les accolades qui sont plutôt ouvertes en bas. Mais en gros, globalement, voilà, je sais que ce while là, il se termine ici. Pas de surprise parce que ils sont l'un en face de l'autre. Je sais que cette accolade là, elle va avec ici. Et j'ai mon œil, il n'y a même pas besoin d'aller lire le code, il va juste simplement regarder le motif. Je sais, voilà, j'ai des espaces entre les fonctions, j'ai des choses qui sont à peu près aérées. Euh, il y a des choses sur lesquelles on pourra revenir, sur l'histoire des consts, il y a plein de choses. Voilà, c'est du code plutôt bien écrit qui a été plutôt reviewé probablement par plusieurs gens, mais je peux me plonger dedans et essayer à peu près de comprendre ce qui s'y passe. Déjà parce que les noms des fonctions et les noms des types sont hyper clairs. Là, on voit qu'ils ont probablement renommé aussi les types de base pour être indépendant des plateformes, mais voilà. Donc ça c'est du code, il y a des mes Qt, c'est énorme, 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 il y a des millions de lignes de code, mais je peux prendre un fichier au hasard, tiens, le fichier qui gère les couleurs, qu'est-ce qui se passe dans le fichier qui gère les couleurs? Il se passe ça, ça ressemble à ce que vous êtes en train de faire dans le module image, avec des trucs en plus, hein, des conversions de... Ah bah tiens, ils n'ont pas respecté la même convention de nommage sur les fonctions ici, que pour Bézier, c'est un petit peu étrange, mais ici ils ont plutôt des soulignés, alors d'habitude, c'est plutôt, c'est le mauvais exemple que je vous ai montré, mais d'habitude c'est plutôt assez standard. Non, bah là il y a la majuscule avec le Q-color. Non, bah là ça a repris les bonnes conventions. Ah bah, c'était dans le point C, il doit y avoir des morceaux. Tiens, bah, ça ressemble exactement à ce que vous êtes en train de faire sur Pixel là, avec rouge, vert, bleu, sauf que nous on doit vous faire des sets et des get. Il doit y avoir un get ici devant le nom du, eux, ils ont mis le get que quand il y a plusieurs éléments. Mais ça ressemble à ce que vous êtes en train de faire dans votre module image, avec plein de choses en plus, mais ça ressemble. On peut aller voir SFML, mais on retrouvait la même chose. Moi, ce que je voulais vous montrer là déjà, c'est que les conventions de nommage sont réellement utilisées et sont réellement importantes. On pourrait ouvrir SFML, on retrouverait le même genre de choses. Donc déjà, ce que je voulais vous montrer, c'est que les répertoires sont rangés de manière assez standard. L'autre chose que je n'ai pas dit sur Qt là, mais que je vais vous dire, c'est qu'il y a un README. Alors Markdown, c'est la convention pour que le README soit, les balises dans le README soient interprétées comme un wiki avec les dièses pour les titres, etc. Mais vous avez obligatoirement un README qui explique. Et vous avez même GitHub qui utilise le README pour en faire la page web principale ici. Donc eux, dans leur README, ils ont écrit tout ce texte-là avec des dièses, et GitHub interprète ça pour en afficher une page avec des liens. Mais on retrouve la même chose que tout à l'heure, c'est que les sources sont rangées dans SRC. Alors eux, ils ont séparé les points C des points H. Ils ont les include là-dedans, les points C là-dedans. Il y a toujours le répertoire test, comme il y avait dans Qt. Il y a toujours un répertoire exemple avec des exemples de code. Il y a la doc. Il y a pas le répertoire bin, mais le répertoire bin sera probablement généré au moment de la compilation. Mais on retrouve des choses qui sont très proches de ce qu'on avait dans Qt. Si vous pouvez prendre n'importe quel livret ou n'importe quel code en C++, vous allez avoir à peu près ça.
Donc là, ce que vous allez faire pour le module image et ce que vous allez faire pour votre projet de l'IFAP4, nous, on va utiliser beaucoup un espèce de mini Pacman qu'on vous donne en fil rouge, une espèce de tout petit bout de code qu'on va passer à toutes les sauces pour un côté pédagogique. Alors, c'est même pas le Pacman en entier, c'est vraiment un Pacman de base, mais c'est ce qu'on vous donne et c'est le code sur lequel on se base. Ce que vous aurez besoin, c'est d'un répertoire SRC dans lequel ranger les sources, avec éventuellement des sous-répertoires dessous qui sépare les choses en thèmes. Ici, un thème de maths, un thème de jeu, un thème de, etc. Vous regarderez dans le Pacman, il y a des choses qui sont très... Dans le Pacman, elles sont beaucoup séparées sur le noyau de l'application et puis les différentes interfaces qu'on va appliquer à Pacman. Dans Data, on va ranger toutes nos données. Ici, c'est beaucoup les images, éventuellement des fichiers sons ou des polices de caractères. Dans bin, le répertoire qui va générer des exécutables. Dans doc, l'endroit où la doc va être générée, plus de la doc que vous allez produire. Nous, un makefile. Ce qu'il y avait avec SFML, c'était un CMake qui est une espèce de surcouche au makefile. Dans Qt, ils utilisent des points pro, qui est aussi une espèce de surcouche au makefile, mais qui était dans le répertoire standard. Là, nous, ce sera plutôt un makefile, c'est le truc que vous connaissez, c'est le truc qui est un peu universel et standard. Et puis un readme, alors ici j'ai mis readme.txt, ça peut être un readme.md pour Markdown aussi, mais en tout cas un readme, peu importe l'extension. Donc ça va être le truc indispensable et obligatoire. Le script de test du module image, de test et de note du module image, va évidemment vérifier que tous vos fichiers sont bien rangés à ces endroits-là. Et puis quand il ne trouvera pas un fichier, ben, il sera incapable d'aller regarder si ce qu'il y a dedans est bien. Et donc il va coincer, il va râler. Donc l'étape suivante, donc là on a vu les deux premières parties. La première partie c'était documenter comme il faut pas documenter, pardon, avoir des conventions d'écriture de code de votre code. Le deuxième étape c'était organiser un petit peu vos fichiers de manière intelligente et de ne pas avoir le bazar dans tous vos fichiers, mais d'avoir quelque chose d'assez standard. La troisième chose qui nous intéresse dans ce cours-là, c'est le système de contrôle de version. C'est Git globalement qui est l'espèce d'outil, mais on va voir que ça, il peut y en avoir d'autres. Donc à partir de maintenant, à partir de maintenant, ce que je veux dire, c'est à partir de l'IFAP4, c'est que souvent vous allez avoir des projets à plusieurs pour vous préparer à commencer à vous insérer une équipe de développement. Donc avec normalement des tâches qui vont être réparties entre différents développeurs, qui vont être discutées en disant toi tu vas plutôt coder telle partie, toi tu vas plutôt coder telle partie, avec des choses qui vont se rejoindre et qui vont avoir besoin les unes des autres. Souvent, on a besoin aussi, quand on s'occupe d'une hiérarchie de code, c'est d'avoir un historique d'évolution du projet. C'est savoir, éventuellement, c'est d'être capable de revenir à une ancienne version qui avait quelque chose qui marchait mieux ou qui était différent, ou de comprendre qui a fait les modifications au fur et à mesure, se dire, ah, toi, tu as modifié tel fichier à telle date, peut-être que c'est toi qui as rajouté le bug, etc. Et pourquoi tu as fait ces changements, et puis d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'essayer aussi d'avoir des espèces de systèmes de branches. Alors en l'IFAP4, vous ne le ferez pas trop, mais d'avoir la branche dans laquelle c'est le code qui est donné au client et que le client est en train d'utiliser, et puis une branche à côté qui est, ah ben ça c'est le code où je suis en train de faire des prototypages pour la prochaine version dans longtemps, longtemps, longtemps. Je fais des essais, je suis en train de tout recasser sur mon code. Je veux pouvoir quand même gérer cette manière-là sans que le code du client soit touché. On veut pouvoir travailler en parallèle, on veut être capable de reproduire des bugs, c'est-à-dire je reviens à cette telle version que j'ai donnée au client, est-ce que moi j'ai le même bug chez moi, ah non, dans la version d'après, dans la version d'avant j'avais le bug, non, là je l'ai pas, etc. Donc par dichotomie, d'essayer de retrouver ce qui s'est passé et d'essayer de retrouver quelles sont les lignes de code qui ont fait ce qu'il fallait pas. Ça, vous imaginez bien que c'est impossible de le faire juste en s'échangeant des fichiers ou en s'en souvenant. Alors quand vous faites un petit projet, vous vous en souvenez, vous dites ah oui, il y a 2 semaines j'avais fait tel truc, ah, c'est ça qui a probablement pas marché, etc. Ça marche plus quand vous êtes 50 à développer avec des millions de lignes de code. Donc on est obligé d'utiliser, et on est même très content d'utiliser un outil de gestionnaire de code. On n'échange plus des zips par mail ou des .cpp par mail, c'est intenable et ça ne marche plus. Alors, un gestionnaire de version, ça fait des tonnes de choses. Ça a une base de données en interne, ça garde des tags, ça fait des tonnes d'informations. Nous, finalement, ça nous intéresse pas trop comment ça fonctionne en interne. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser et qu'est-ce que ça va nous apporter. Donc, le fonctionnement interne, là, c'est ce que veut cette figure-là. Tout le fonctionnement interne de Git,
Ça nous intéresse pas trop. Il y a juste quand même quelques trucs qu'il faut que vous sachiez sur le fonctionnement interne, mais c'est plutôt, en pratique, on va plutôt ne faire que l'utiliser. Donc le principe général d'un gestionnaire de version, je dis Git parce que c'est Git qui est l'espèce de standard que l'industrie complète utilise maintenant. Et il y en a eu d'autres avant d'arriver à Git, mais ils ont tous à peu près le même fonctionnement. C'est que le code dans un gestionnaire de version est stocké dans un dépôt, un repository, donc un serveur quelque part. Ce serveur, ça peut être éventuellement votre machine en local, mais je ne vous le conseille pas parce que si votre machine crache ou si le disque dur se reformate pour je ne sais pas quoi, vous allez tout perdre. Donc en général, c'est plutôt un serveur quelque part administré par quelqu'un qui fera des sauvegardes. Et les programmeurs ou les développeurs, vous, on accède à ces dépôts via un client. Un client, c'est un petit programme qui va demander au dépôt, qui va demander au serveur, tiens, bah, file-moi la version du code, ah, bah, file-moi la version du code d'il y a 3 semaines, ah, file-moi la version du code de la branche machin, ah, file-moi la version du code là-bas, et c'est lui qui va vous le donner. Et ce qu'il va vous donner, c'est une copie de travail. Donc dans le client, vous allez avoir quelque part sur votre disque dur une copie de travail sur lequel vous allez travailler, et éventuellement même, mais probablement plusieurs copies de travail, parce que vous avez besoin de faire des différents essais, donc peut-être que vous aurez plusieurs versions. Chaque fois que vous allez faire des changements sur votre copie de travail, il va falloir renvoyer les changements des fois sur le dépôt, et c'est lui qui va s'occuper de faire la concaténation, le merge, le mélange des modifications de tous les autres développeurs. Alors tout n'est pas complètement transparent, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites par ce gestionnaire de version. Le serveur conserve l'historique et surtout conserve une sauvegarde quelque part si jamais vos ordis se perdent. Alors, avant d'utiliser Git, qui est devenu le standard maintenant, il y en a eu des tonnes d'autres. Il y a eu CVS, Perforce, qui est encore utilisé parce que je pense qu'ils ont pas mal avancé, qui est plutôt un produit commercial, mais qui reste très minoritaire par rapport à Git. SVN, qui a été utilisé pendant longtemps. Alors, ça, c'était plutôt des versions centralisées dans lesquelles le serveur avait plus d'informations que chacun des développeurs en local. Après, il y a quelques années, on a basculé sur des choses distribuées. Ça veut dire que chacun a une copie complète de la base du code et de l'historique du code. On a utilisé en l'IFAP4 pendant quelques années Mercurial, mais finalement c'est Git qui l'a emporté. Il y a eu une grosse bataille entre les deux. Maintenant, on n'utilise quasiment plus que Git et l'industrie aussi. Enfin, la sécurisation, donc ce que va vous apporter le gestionnaire de version, c'est que le développeur va pouvoir pousser son code régulièrement, plusieurs fois par jour. Comme ça, il est sûr que quelqu'un a une sauvegarde de son code et il ne se pose plus la question en disant, même vous, quand vous allez aller voir votre prof, ça ne fonctionnera plus de dire ah ben mon disque a craché, j'ai perdu le fichier, ah, j'ai effacé le fichier en faisant une erreur, je l'ai perdu, je ne peux pas rendre mon TP. Là, le prof va vous dire bah non, ça marche plus parce que votre code il était archivé par Git et donc normalement vous l'avez pas perdu. Au pire, vous avez perdu le modif du jour parce que vous n'avez pas poussé, mais vous êtes capable de récupérer le code de la veille. Euh, Chaque version, chaque fois que vous allez faire un changement et que vous allez pousser une modification sur le serveur, vous allez avoir le numéro de révision qui va augmenter de 1. Donc on va pouvoir comparer les numéros de révision. On peut récupérer les versions antérieures. En général, il faut, alors ici c'est mis peu, chaque révision peut avoir un descriptif associé, c'est pas vrai, là, chaque révision doit avoir un descriptif associé. D'ailleurs, Git va vous refuser de pousser les choses si vous ne mettez pas un texte. Alors le texte, ça peut être n'importe quoi, hein, vous pouvez toujours mettre j'ai fait des changements comme commentaire sur la description, mais ce serait pas très malin. On peut avoir un suivi de l'évolution du projet, donc on peut savoir aussi quel développeur a travaillé sur quelle partie. On peut aussi savoir quel développeur n'a pas fait de commit très souvent. Des commits, c'est pousser son code. Quel développeur n'a pas fait beaucoup de changements dans le code et quel développeur a fait la majorité des changements. Euh, et évidemment, un descriptif est très important. Ça reva avec chaque révision doit avoir un descriptif associé. Alors Git, c'est le gestionnaire de version utilisé tout le temps, c'est open source, c'est simple à installer, sous Linux, sous Windows, j'aurais dû mettre 3 petits points ici, ça marche aussi sous macOS, sous Android, sous n'importe quoi, vous pouvez avoir un Git. Vous pouvez l'utiliser pour gérer du code autre que du C++, on peut l'utiliser pour gérer des fichiers texte, des fichiers LaTeX, des fichiers JavaScript, des fichiers Java, des fichiers de n'importe quoi, même des fichiers qui ne sont pas d'informatique. Ça fonctionne avec un serveur quelque part qui a besoin d'avoir
un install d'un Apache standard. Il y a des interfaces graphiques, j'en reparle un petit peu tout à la fin. C'est gratuit. Ça permet de travailler complètement déconnecté du serveur. Si votre 4G ou votre réseau ne marche pas, vous pouvez couper le réseau. Vous avez quand même la possibilité de faire plein de choses. Alors évidemment, vous ne pourrez pas récupérer les modifications des autres développeurs qui sont à l'autre bout du réseau, mais vous pourrez faire toutes les modifs que vous voulez sur le code, ce qui n'était pas le cas des gestionnaires de version avant comme SVN. Si vous n'aviez pas de réseau, vous ne pouvez pas renommer un fichier, par exemple. C'était que ces trucs-là, ça ne fonctionnait que sur le réseau, alors que là, avec Git, vous n'avez pas forcément d'avoir le besoin du réseau tout le temps. Le programme, le client, il s'appelle Git. Vous tapez Git si vous êtes sous Linux, vous tapez Git si les Git a été installé en ligne de commande et vous allez pouvoir avoir toutes les commandes qui tournent avec. Pour faire l'install sous Linux, vous faites un sudo apt-get install de Git. Je ne sais plus s'il doit y avoir. Oups, pardon. Je ne sais plus si le package s'appelle réellement Git, il a peut-être changé de nom, mais peut-être. Bon, je pense que ça doit fonctionner avec Git. Sinon, sous Windows, pour installer Git, vous tapez Windows install Git, vous allez tomber sur ce site web-là qui vous permet d'installer Git. Vous pouvez installer sous Windows aussi une surcouche qui s'appelle Tortoise Git qui vous donne un menu contextuel. Quand vous faites bouton droit, vous avez toutes les commandes Git qui vont apparaître dans le menu du bouton droit. Ça vous évite d'ouvrir un terminal. Si vous êtes sous Windows et que vous installez Git, il va vous installer en même temps un petit terminal. Il va vous installer un bash qui va faire que vous pourrez rentrer des commandes comme si vous étiez sous Linux. Le truc important à faire attention avec Git, c'est que quand vous allez avoir un répertoire qui est géré par Git, vous aurez dedans un point Git. Ce répertoire-là, il ne faut pas l'effacer. Je sais qu'il va pouvoir devenir gros éventuellement parce que comme il contient la copie complète de la base de code, et probablement tout l'historique. Quand vous commencerez à avoir un historique long avec éventuellement beaucoup de fichiers de données, le point Git va potentiellement être gros, mais il faut surtout pas l'effacer, puis il faut surtout pas les tripatouiller les fichiers qui sont dedans, en déplaçant, en éditant ou en renommant, parce que ça va coincer, lui, il va plus s'en sortir. À Lyon 1, on vous offre une forge qui s'appelle forge.unif-lyon1.fr. Vous pouvez vous y connecter avec un compte de Lyon 1. Ne faites surtout pas la création d'un compte. Connectez-vous avec le CAS, le même login et le même mot de passe que Tomus, et vous allez pouvoir créer des projets autant que vous voulez là-dessus pour tous vos projets étudiants. Vous pouvez les partager avec un enseignant, les partager avec d'autres étudiants. Donc là, en IFAP4, on vous demande de faire ça. Pour le module image, non, c'est pas obligatoire, mais par contre, pour le projet, ce sera obligatoire. Le vocabulaire autour de Git. Donc quelque part, on a un dépôt central, c'est la version du projet stockée sur le serveur. Donc le dépôt est repéré par une adresse web. Ici, là, comme on vous a dit, nous, on utilise la forge, forge.unif-lyon1.fr/git/gfo, c'est le nom de mon projet. Un exemple au hasard. Comme c'est une page web, je peux aller dessus, là, je peux faire un copier-coller de ce projet et je peux aller inspecter ce qui s'y est passé, je peux voir quels sont les membres du projet, et je peux voir le code source, comme on l'a fait tout à l'heure avec GitHub, là on peut aller jusqu'à ouvrir le .h, ouvrir le .cpp. Le dépôt local, c'est la version du dépôt stocké en local sur chaque machine des développeurs. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez dire à Git, ok, mon adresse de mon dépôt, c'est celui-là, maintenant je voudrais que tu m'en fasses une copie locale. Lui, il va recopier tout le code de ce dépôt. Il va rajouter un fichier .git dans lequel il stocke toute sa cuisine interne à lui et puis la copie de travail. Donc globalement, le dépôt local, c'est le répertoire dans lequel vous avez tout, y compris le point Git. La copie de travail, c'est tous les fichiers sur lesquels vous allez travailler. Donc le dépôt local, c'est le point Git avec son bazar à lui en interne. La copie de travail, c'est sur des fichiers sur lesquels vous allez faire les modifs du code. Tout ça se trouve en local sur la machine. Vous pouvez avoir plusieurs versions du dépôt local et de la copie de travail. En général, le dépôt local et la copie de travail vont ensemble. C'est que vous avez les fichiers. Dans les fichiers, vous avez un point Git qui est le bazar de Git. Donc, si on schématise ça, c'est comme ça. Ou bah, tiens, il y a encore des HG dans mes transparents là qu'il faudrait mettre à jour. Ici, c'est pas HG, c'est Git, mais c'est presque les mêmes commandes. Pardon. Donc quelque part, le dépôt central qui est un serveur administré par je ne sais pas qui, je ne sais pas où, ça ne nous intéresse pas forcément tellement plus que ça en IFAP4. Ce qui nous intéresse déjà, c'est d'être capable de communiquer avec ce serveur et puis de communiquer avec la version. On a le dépôt local qui est le point Git, et on a les fichiers sur lesquels on fait nos modifs. Alors là, les petites commandes qui sont marquées ne sont pas les bonnes, mais sur les transparents d'après, ça a dû être corrigé. Donc la création d'un projet, vous allez sur
forge.unif-lyon1.fr/projet chez Asnou. On vous demande d'entrer le nom, un petit descriptif, de cocher les choses que vous voulez. Alors, avec donc la Forge, c'est un Git plus plein d'autres outils qui peuvent éventuellement vous servir. Un Doodle si vous voulez créer des réunions, un système de wiki pour faire une page web intégrée, un générateur de Gantt, des publications de fichiers, des annonces, etc. Vous pouvez cocher des tonnes de choses. Bon, nous en pratique là, c'est vraiment le Git qui va nous intéresser. La première commande, donc une fois que vous avez fait ça, créer votre projet sur la Forge, vous retournez sur votre machine. On va supposer que vous avez un Linux ou que vous avez installé sous Windows Git et que vous avez Tortoise et qui va vous lancer un bash. La première chose, c'est que vous allez vouloir récupérer ce projet-là sur votre machine en local. Alors pour l'instant, il y a 0 fichier dedans, mais c'est pas grave, on va le récupérer, le répertoire sera vide, il y aura juste un point Git dedans et il n'y aura aucun fichier dedans. Vous allez faire git clone et puis votre chemin complet vers l'adresse. Alors l'adresse, ce sera forge.unif-lyon1 slash, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, slash git, slash le nom de votre projet. Donc, il y aura probablement votre numéro d'étudiant aussi qui va s'intercaler là-dedans. Cette commande-là va vous copier vos fichiers en local. On fera une petite démo tout à l'heure de ce qui s'y passe. Et vous pourrez commencer à travailler. Alors les commandes ensuite, dans votre copie de travail, là, vous allez avoir toute une série de fichiers. Vous allez faire des modifs, créer des nouveaux fichiers, en rajouter. La première étape, c'est que quand vous allez vouloir envoyer les changements de cette copie de travail ici vers le dépôt local, ça se fera avec la commande git commit. Donc les commandes commencent toujours par git, puisqu'on est en train de travailler avec git, et la commande s'appelle commit, qui est rentre-moi à l'intérieur du dépôt local mes changements. Donc ça envoie les copies simplement dans le dépôt local. Vous n'avez pas besoin d'avoir accès au réseau, vous avez juste besoin d'avoir un répertoire standard Git. Donc ici, par exemple, j'édite terrain.h et terrain.cpp. Je fais git commit de terrain.c. Alors ici, j'ai modifié aussi terrain.h, mais je ne vais pousser les changements que de terrain.c. Si je ne mets pas de fichier ici, si je mets juste point ou si je mets étoile, il va pousser les changements de tous les fichiers. Vous avez peut-être remarqué ici le petit m. Le petit m, c'est pour le M, là, c'est pour message. Je rentre un message qui correspond au changement que je suis en train de faire. Si vous ne mettez pas le petit m, Git va vous ouvrir un éditeur de texte et va vous forcer à rentrer un message qui explique qu'est-ce que vous avez changé dans cette version par rapport à la version précédente. Ici, moi, j'ai mis mon texte entre guillemets, ajout d'une fonction d'affichage. Le message le plus court possible, mais au moins j'ai mis quelque chose. Donc le petit m ici est obligatoire. Si vous ne le mettez pas, il va vous ouvrir un éditeur de texte. L'éditeur de texte, souvent par défaut, c'est VI ou un éditeur encore un peu plus exotique que ça, et vous allez vous retrouver bête, donc autant mettre le -m. Donc mes changements que j'ai fait là-dessus, je les ai envoyés dans le dépôt local avec git commit. Maintenant, ce dépôt local, il y a un moment, je vais vouloir l'envoyer sur le serveur, et ça se fera avec git push. Donc git push envoie les modifications du dépôt local vers le dépôt central. Donc ce qui a été modifié là, je l'envoie maintenant sur le serveur. Donc comme tout à l'heure, j'édite mon terrain.h et mon terrain.cpp, je commence par committer avec un message avec le -m, je dis quel fichier je veux committer, en faisant git push, ça va envoyer tout ce truc-là vers là-bas. Git push n'a pas d'argument derrière, c'est que ça envoie tout. Ça envoie tout le dépôt local vers le serveur central. Donc en général, ce qu'on vous indique, nous, en l'IFAP4, comme vous êtes plutôt débutant, c'est de faire le git commit et le git push en même temps. C'est-à-dire, vous commencez votre commit, ensuite vous faites votre push. Vous attendez pas entre les deux, ça se passera très bien. Maintenant, dans l'autre sens, s'il y a des changements qui sont arrivés sur le dépôt central, donc sur le serveur quelque part, parce qu'un autre développeur a fait des changements et que vous aimeriez les récupérer. Le système a 2 étages ici avec le dépôt local, etc. Les 2 étages vont être ramenés d'un coup avec un git pull. Il n'y a pas d'argument non plus. En faisant git pull, vous récupérez du dépôt central tous les changements qui ont eu lieu dans le dépôt local et tous les changements du dépôt local sont réappliqués directement à vos fichiers sur la copie de travail.
Donc vous allez, après, le résultat après un guide pull, c'est que les fichiers dans votre copie de travail vont être modifiés avec ce qui s'est passé par les autres développeurs. Je vous détaille pas trop là, c'est ces deux commandes à deux étages, on pourrait les faire en deux parties, on pourrait faire un git fetch qui fait juste la première flèche bleue et puis ensuite le git pull qui applique la deuxième. Je trouve que c'est plus simple de faire directement un git pull. Donc le git pull, il vous donne en bilan ici, un fichier a été mis à jour et tout s'est bien passé, voilà, il n'y a pas eu de problème. Donc, les résumés en principe, je fais une modif ici d'un fichier rouge, je commit pour l'envoyer dans le dépôt local, qui est dans le répertoire .git de votre ordinateur, et un git push, je l'envoie sur le dépôt central, sur le serveur de l'ordinateur, sur le serveur qui stocke le projet. Pour récupérer les changements qu'un autre développeur a fait, je fais git pull, et là j'ai les changements du serveur qui sont mis dans le dépôt local et qui sont mis en local directement aussi. Donc ces trois commandes sont les trois commandes les plus importantes de Git. En général, on vous invite, c'est ce que je vous disais, à grouper le commit et le push, parce que ça rend l'utilisation plus simple pour l'IFAP4. Une fois que vous serez un petit peu plus à l'aise, vous pourrez faire moins de push, ne les faire qu'une fois de temps en temps, pour pouvoir éventuellement annuler un commit. Vous pouvez annuler un commit, mais vous ne pouvez pas annuler un push. Bon, il y a moyen d'annuler un push, mais c'est bien plus compliqué. Le commit, c'est assez facile de l'annuler, le push, un peu moins. Essayez aussi de faire à chaque fois un pull avant de faire un commit. Parce qu'il peut arriver que le push ne marche pas s'il y a des changements qui ont eu lieu sur le serveur qui sont en conflit avec les changements que vous avez fait. Voilà, imaginez que vous avez fait les changements sur un fichier, mais il y a un autre développeur qui a effacé ce fichier. Bah, donc Git va vous dire, OK, tu as fait des changements, mais moi je ne peux pas les prendre en compte parce que quelqu'un d'autre, entre-temps, a effacé le fichier, ça ne marchera pas. Donc si vous voulez éviter ce genre de problème et ce genre de désagrément, commencez par faire un pull pour récupérer la version la plus récente de ce qu'il y a sur le serveur central, et puis ensuite vous faites vos changements. Donc la procédure générale, c'est vous faites un git pull pour récupérer les changements, pour être sûr d'être à jour. Vous faites votre commit avec la description et vous faites un push. Donc en gros, vous rentrez ces trois commandes l'un à la suite de l'autre, puis vous éviterez au maximum les problèmes de conflit, les problèmes de choses qui sont incohérentes entre les fichiers où Git va vous dire là j'ai un peu le bazar. Si vous voulez avoir de l'information sur un dépôt complet, vous faites git status. Ça vous dit, bah, tel fichier a été modifié, va vous mettre un petit thème devant et n'a pas encore été commité. En gros, là, le petit thème sous-entend ce truc a été modifié, mais n'a pas encore été commité, n'a pas encore été poussé sur le serveur. Si jamais il n'a rien à dire, parce qu'il n'y a aucun fichier qui ont été changés, bon, il vous dira rien. En gros, Git n'est pas très bavard, il vous cause que quand il y a des choses qui ont été changées ou en conflit ou quand il y a une erreur. Si vous voulez avoir l'historique de tous les changements qui ont été faits par tous les développeurs, vous faites git log, il va vous donner la liste de tous les commits qui ont été faits par le passé, avec à chaque fois des numéros de révision. Sachant que l'état de l'historique le plus avancé de votre projet, ça s'appelle la tête, le head, qui est du master, qui est la version la plus avancée de votre projet. Alors, les fichiers, par défaut, ne sont pas gérés par Git. C'est pas parce qu'un fichier est dans le répertoire de votre travail que Git va s'en inquiéter. Git va ne s'occuper que de la liste des fichiers qu'il a dans sa liste à lui. Pour rajouter un fichier géré par Git, il faut que vous fassiez git add. Et puis là, par exemple, si je fais git add src/étoile, tous les fichiers qui sont dans le répertoire src maintenant vont être gérés par Git. Avant, tous les fichiers qui étaient là-dedans n'était pas géré par Git. Faites attention quand vous mettez des étoiles parce qu'il y a probablement des tonnes de fichiers que vous ne voulez pas gérer avec Git. Les points hauts de la compilation, les tildes de votre éditeur de texte qui a fait des sauvegardes bizarres. Excusez-moi. Donc tous les fichiers ne sont pas à mettre dans Git. Globalement, les seuls fichiers que vous devez mettre dans Git, c'est les .h, les cpp, le readme, éventuellement les fichiers qui sont dans data, c'est-à-dire que les images et les sons, le makefile et le fichier .cpp de CodeBlocks. Tous les autres fichiers qui peuvent être régénérés par la compilation, les points hauts, les binaires, les librairies, les fichiers de CodeBlocks ou de Visual Code ou de Visual Studio ou de Xcode ou je ne sais pas quoi qui sont des fichiers standards souvent coûteux, gros, ils ne sont pas à mettre dans Git, il faut absolument les exclure.
Donc pour ça, vous avez un git ignore, il manque le R ici, mais j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, pour exclure des fichiers de Git et qui ne les traite pas. Donc retenez que git add va vous permettre d'ajouter des fichiers au gestionnaire de version. Si vous avez un fichier qui est dans le gestionnaire de version mais que vous ne voulez plus, vous faites git rm et le nom de ce fichier. Si vous voulez renommer un fichier qui est géré par Git, vous faites git mv, l'ancien nom et le nouveau nom. Si vous faites juste mv, ça ne va pas suffire. Git va juste dire ah bah tiens, il y a un nouveau fichier qui est apparu, ah bah tiens, il y a l'ancien qui a disparu. Bah, si l'ancien a disparu, moi quand je fais un pull, je te remets l'ancien. Puis le nouveau fichier qui est apparu, moi je m'en inquiète pas parce que tu m'as pas demandé de m'en inquiéter, donc je le laisse. Et lui, il va pas comprendre que c'était un renommage que vous avez voulu faire. Par contre, si vous faites git mv, il va faire le mv et il va en tenir compte dans sa base de code. Git tag, qui est un truc important, c'est que si vous voulez taguer une version, parce qu'on vous a dit là, vous allez pouvoir committer et pousser vos codes plusieurs fois dans la journée. Peut-être qu'à un moment, vous allez vouloir mettre une information importante en disant, OK, aujourd'hui, j'ai la version que je viens de pousser, c'est la version qui marche. Après, je vais recasser plein de choses, je vais refaire des changements, mais la version d'aujourd'hui, j'aimerais bien m'en souvenir. Et donc là, vous mettez un tag avec un message en disant, la version 0.5, elle marche. Si jamais je casse d'autres trucs derrière, au moins je pourrais revenir à celle-là et je sais que celle-là marche. Si vous avez fait des modifs dans un fichier et puis que finalement vous dites oh non ben j'aurais pas dû faire ces modifs, j'aimerais retrouver la version telle qu'elle est dans la head, dans le dépôt Git principal, je voudrais virer les changements que j'ai fait aujourd'hui. Là j'ai fait que des bêtises depuis une heure, j'aimerais revenir à la version initiale. Vous faites git checkout et le nom du fichier. Si vous mettez pas de nom de fichier, il va vous remettre tout le dépôt tel qu'il était à la dernière tête de votre projet. Mais vous allez perdre tous vos changements, attention. Donc faites attention avec le checkout. Je ne sais plus s'il vous pose une question ou pas. S'il vous demande est-ce que vous êtes sûr ou pas, je ne suis pas sûr. Des choses un petit peu plus avancées pour l'IFAP4, c'est si vous voulez annuler le dernier commit, vous allez faire git reset head ou git reset head chapeau. Non, alors ça, git reset head, c'est la même chose que le git checkout globalement, il me semble. C'est qu'en gros, vous allez annuler tous vos changements que vous n'avez pas committés. Git reset head avec un chapeau, ça annule le dernier commit. Git reset avec deux chapeaux, ça annule le dernier commit, etc., etc. Bon, ça c'est déjà, si vous êtes un peu plus au point avec Git, ne le faites pas au tout début. Ça aussi c'est pareil, hein, les Git stash, si vous n'êtes pas trop au point, n'y touchez pas au début. Git stash va vous permettre, en gros ça refait comme un checkout, mais au lieu de perdre vos changements, il va les sauvegarder dans une pile de changements. Donc le git stash, en gros, c'est que vous avez fait plein de changements, mais vous voulez revenir au dépôt tel qu'il est sur le serveur. Vous faites un git stash, ça va vous garder vos changements quelque part. Vous pouvez re-regarder, vous allez revenir dans l'état standard, ça les a sauvegardés. Si vous faites git stash pop, ça réapplique vos changements sur le fichier. Ça, c'est plus pour revenir en arrière d'un coup, sans être obligé de refaire un clone. Je reviens en arrière d'un coup, je regarde ce qu'il y avait, et puis je remets mes changements par-dessus, et ça repart. Si vous voulez voir la liste de tous les stashes qui ont été faits, vous faites git stash list. Bon, ça c'est pareil, c'est plus pour une version un petit peu avancée de Git, quand vous serez un peu au point. Un jour, vous pourrez essayer de faire ça. Alors maintenant, petit exemple. Un développeur B modifie la copie de travail titi.cpp et puis fait un git commit push. Vous êtes développeur A, vous modifiez aussi des éléments dans du fichier, vous modifiez toto.cpp. Donc vous êtes mis d'accord avec votre collègue, lui il travaille sur titi.cpp, vous travaillez sur toto.cpp, chacun son boulot, puis chacun fait ses modifs, etc. Le développeur B, pour envoyer ses changements, il fait git commit, git push, ça envoie les changements sur le serveur. Vous voulez récupérer les nouveaux changements qui ont été faits dans titi.cpp. Vous faites juste git pull, et vous allez récupérer tous les changements qui ont été faits par l'autre développeur. Pas besoin de passer par un mail, pas besoin de passer par un envoi de fichier, pas besoin de discuter à quel endroit il faut que je mette ce fichier, à qu'est-ce que tu as fait, etc. C'est Git qui le fait pour vous, vous gagnez un temps fou. Maintenant, le développeur B modifie titi.cpp et vous modifiez aussi titi.cpp, mais pas au même endroit du code. Lui, il modifie la fonction bidule et vous modifiez la fonction machin. Donc pas au même endroit que B. Exactement comme avant, le développeur B va faire son git commit, son git push. Vous voulez récupérer les changements de B, vous faites un git pull.
Vous allez récupérer les changements complets qui ont été faits par l'autre développeur d'Entity. Il va juste... non, je ne sais même plus s'il vous pose une question, est-ce que vous voulez merger ou pas? Non, je pense qu'il va le faire tout seul. Euh, donc les modifications sont récupérées sans passer par un mail, sans passer par un envoi de fichier, sans passer par un zip et sans passer par un merge manuel. Le merge manuel où l'autre développeur vous aurait dit ah j'ai changé la fonction truc à la ligne 618, rajoute ça à la ligne machin. C'est impossible de s'en sortir avec ça toute la journée, surtout qu'il faut que vous ayez les deux personnes qui soient synchrones au téléphone en même temps pour le faire. Là, c'est Git qui le fait pour vous, super simple, et on gagne du temps et on est plus reposé. Maintenant, il y a quand même des moments où ça peut coincer, c'est que si vous êtes mal mis d'accord avec votre collègue développeur et que vous avez modifié des fonctions au même endroit. Donc je suis en train de travailler dans toto.cpp, j'écris dans la fonction main, j'écris un printf, je suis moi. Le développeur B, lui, dans le même fichier toto.cpp, dans la même fonction main machin, lui il écrit printf, je suis B au même endroit là, c'est-à-dire qu'après la collade, il écrit je suis A, je suis B. Le développeur, le développeur B fait son commit, fait son push, il envoie ça sur le serveur, vous faites un pull, vous récupérez ce qui s'est passé, et là Git il fait ah ben vous avez tous les deux fait des changements au même endroit, moi je sais pas comment fusionner ce truc là parce que je ne suis qu'une machine, et ce que va vous faire Git, c'est qu'il va vous mettre les deux versions dans le code avec des chevrons. La version locale, c'est la vôtre. La version entre le égal et les chevrons dans l'autre sens, c'est celle qu'il a sur le serveur, qui ont été mis par le développeur B. Et c'est ce que vous allez avoir dans votre fichier. Donc ce fichier-là, il ne va plus compiler à cause des chevrons, à cause des égales. Et Git va passer ce fichier-là en mode conflit. Ça veut dire que si vous faites un git status pour avoir le résultat, il va vous dire vous avez des conflits là, vous avez des choses qui n'ont pas été mergées, qui n'ont pas été fusionnées. Il faut d'abord que vous fixiez les conflits, donc ça veut dire qu'il faut d'abord que vous répariez les conflits et après vous ferez un git commit. Et pour fixer les conflits, vous allez avoir besoin de faire un git add avec le nom du fichier pour marquer que ce conflit a été résolu. Ah oui, parce que votre fichier peut rester dans l'état conflit et puis l'envoyer sur le serveur, c'est juste qu'il est tagué conflit et ça coince. Donc ce bout de code-là, dans toto.cpp, il va falloir l'ouvrir avec votre éditeur de code. Ici, il faut lire quand même ce que vous raconte Git. Il vous raconte qu'il faut que vous fassiez un fixe des conflits. Pour faire un fixe des conflits, il faut que vous fassiez un git add du fichier. Donc vous allez ouvrir cet éditeur, vous allez merger vous-même le code à la main. Alors ici, merger le code à la main, ça veut peut-être dire écrire printf. Il y a le guillemet qui est coincé là, mais imaginez que c'est une guillemet ici. Nous sommes A et B. Voilà comment les développeurs ont fusionné ces deux éléments-là. Une fois que le nouveau code ici, il en est content, on a récupéré les changements de A, on a récupéré les changements de B, on fait un git add toto.cpp pour indiquer à Git que toto.cpp n'est plus en conflit. Le git commit-m pour dire j'ai résolu le conflit, j'ai fusionné ce qu'a voulu faire le développeur A avec ce qu'a voulu faire le développeur B, et à la fin je pousse pour envoyer tout ça sur le serveur, comme toujours. Alors il y a juste le truc là ici, comme vous faites le git commit, il n'y a pas besoin de mettre un point, c'est on commit toute la manche. Si vous avez besoin, alors des explications très rapides, hein. Le problème de Git c'est qu'il faut maniper, mais vous allez maniper. Il y a un TD pour ça, puis après pendant tout le projet vous allez pouvoir maniper pour ça. Il y a probablement aussi, on va créer un salon dans Discord pour ne parler que de Git, parce que des fois vous allez avoir des problèmes qui vont être terribles avec Git. Si vous voulez avoir des infos, des exemples de commandes, vous faites git help commit, il va vous donner des exemples sur la commande commit. Des petites commandes encore dans lesquelles je n'ai pas parlé aussi, vous faites un git remote-v, alors il manque l'espace ici entre le -v. Ça c'est juste pour avoir le nom du serveur sur lequel est stocké votre code, parce que des fois quand vous avez des tonnes de serveurs Git utilisés en parallèle, voilà, par exemple j'utilise la forge de l'université, des fois GitHub, la forge de mon labo, la forge de labo d'un collègue, etc. Je finis par plus savoir d'où vient le dépôt là. Et donc git remote-v vous donne le nom du serveur pour vous souvenir, ah oui, c'était tel login et tel mot de passe sur ce serveur-là pour me connecter. Il y a aussi une histoire avec git config, c'est-à-dire qu'au tout début, quand vous allez récupérer un projet, c'est bien quand même de faire un git config user.name et un git config user.email pour rentrer
votre nom et votre email pour qu'au moment où vous fassiez le commit, ce soit ce nom-là qui soit utilisé, que ce soit un peu plus clair dans l'historique. Vous pouvez aussi éventuellement changer l'éditeur de texte par défaut parce que vous savez que si vous ne mettez pas le "-m", il va vous ouvrir un éditeur de texte par défaut et si vous ne connaissez pas cet éditeur de texte, vous pouvez être perdu. Donc ça peut être un truc aussi que vous pouvez changer dans les fichiers de config. Le Git ignore, qui est très important, qu'il faut absolument que vous ayez dans votre projet, c'est presque aussi important que d'avoir un readme.txt ou .markdown, dans lequel vous allez exclure des tonnes de fichiers. Alors ici, moi j'ai exclu tous les fichiers log étoile, les fichiers étoiles qui finissent par tilde, parce qu'il y a des éditeurs de texte qui sauvegardent l'ancienne version du fichier avec un tilde derrière. Le répertoire VS Code par exemple, parce que VS Code range plein de bazar là-dedans, les debugs, les étoiles.log, les builds, les informations qui sont dans la doc, ça c'est des choses qu'on va pouvoir virer et ne pas gérer par le Git. Ce que vous pouvez ajouter aussi par-dessus Git après avoir fait l'install, si vous êtes sous Windows, vous pouvez rajouter Tortoise Git. On va peut-être refaire une petite démo, ça marche que sous Windows, mais ça vous permet d'avoir le bouton droit avec toutes les fonctions de Git. Il y a GitKraken qui est un outil commercial mais qui est gratuit pour les étudiants ou pour les enseignants, qui est très pratique, qui remplace un petit peu toute la ligne de commande par une interface sur laquelle vous cliquez, qui est très jolie, que j'aime bien. Bon, après c'est un outil commercial. Dans le même genre, vous avez GitHub Desktop qui lui est complètement gratuit, qui vous permet aussi d'utiliser Git de manière plus interface et moins ligne de commande. Moi, je vous conseille vraiment pour l'IFAP4 d'utiliser déjà la ligne de commande et de bien comprendre ce qui se passe dans la ligne de commande. Alors on peut aller voir, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Sur mon Dix par exemple, j'ai un graphic.github. Alors vous voyez que là dedans il y a un répertoire Git dans lequel il y a plein de bazar, dans lequel je ne vais surtout jamais aller voir pour ne rien casser. J'ai mes fichiers qui sont à peu près organisés comme je vous l'ai raconté. Si par exemple je veux voir des informations sur ce qui s'est passé avec data, je fais bouton droit. Et j'ai Git Tortoise, là je vous ai dit, et puis j'ai toutes les commandes sur le Git. Je peux voir show log pour voir tout l'historique de ce qui s'est passé. Il va m'ouvrir une fenêtre avec tout l'historique de, alors je ne sais plus sur quel fichier j'ai fait ça, sur data. Bon, dans data il se passe pas grand chose et je change pas forcément beaucoup de choses, mais vous avez tout l'historique ici des branches. Peut-être prendre un répertoire dans lequel il se passe plus de choses, dans source. Par exemple, où est-ce qu'il est mon Git Tortoise? Le log. Voilà, donc j'ai l'historique de tout ce qui s'est passé dans Source, avec de temps en temps ici des développements qui peuvent se faire en parallèle. Il doit y en avoir d'autres, il y a beaucoup de choses autour des Mac. Bon, alors ça c'est qu'un répertoire en particulier, il faudrait prendre l'historique sur toute l'origine, mais vous avez les infos, alors avec à chaque fois le nom du fichier qui a été modifié et le commentaire qui a été mis, la date et par qui. Donc ça vous permet d'avoir le log. Euh, Autre chose, parce que vous serez plutôt en ligne de commande. Alors en ligne de commande, là, si j'ai mon WSL préféré, je suis dans le code par exemple de l'IFAP4. Si je fais un git statut par exemple, il va me donner qu'il n'y a aucun changement qui a été fait. Si je fais un git log, j'ai la même chose que tout à l'heure, j'ai l'historique. On peut voir que tiens, Nicolas, il a changé le script d'évaluation hier. Moi, j'ai rajouté le 13 décembre un répertoire qui s'appelle SDL, non, alors il n'y a que le message, donc là vous avez le numéro de version. Oui, dans le GitLog, vous avez que le message de texte. J'ai dû rajouter un truc dans le répertoire simple et j'ai dû faire des modifs dans le makefile. Vous voyez qu'on n'est pas toujours très fort à mettre des commentaires très longs et très clairs sur ce qu'on a fait. On voit que Franck a fait des changements, des mises à jour de script d'eval, etc. On n'a pas toujours les messages texte qui sont très longs, mais au moins on en met quelques-uns. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Imaginez que je fasse des modifs dans readme. Dans le readme. Je vais le faire avec VI. J'ouvre VI. Je fais quoi? Tiens, on peut rajouter. Non, attendez, hop, j'ai fait des bêtises avec le VI. Qu'est-ce que j'ai fait? Le VI, on va rajouter à la fin. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter dans le... Ah bah si, il y a un répertoire maintenant qui s'appelle SDL2 souligné simple qui donne un exemple simple d'utilisation de SDL. Ça c'est nouveau, il n'apparaissait pas encore dans le README de SDL2. Je sauvegarde ça dans le README. Si maintenant je fais un git statut, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que voilà, que readme.markdown a été modifié.
et que probablement que le truc suivant à faire, c'est de l'ajouter dans les modifications. Donc là, je vais faire un git commit-m add info dans readme. Je mets un point pour dire que je commit tout, voilà. Donc là, si je fais un git statut de ce truc-là, il me dit que j'ai des choses qui ont été committées, mais que je les ai pas encore pushées, que, entre parenthèses, il me suggère qu'il faudrait que je fasse un git push pour publier ça. Donc on va faire un git push. Ah oui, alors il faut que je rentre mon login. Alors d'habitude, comme j'utilise pas ça en ligne de commande, allons-y. J'espère que vous n'allez pas voir mon mot de passe sur la vidéo, que je me souviens de mon mot de passe. Hop, voilà, j'ai réussi à committer. Ça m'a envoyé ça et je suis maintenant à jour. Tiens, je peux faire un git pull peut-être pour aller récupérer, pour voir ce qu'ont fait les autres changements. Les autres n'ont pas fait de changement. Bon, j'ai pas fait de conflit, mais voilà. Ça fonctionne plus ou moins comme ça. Je vous ai fait une petite démo rapide. Il faut en pratique que vous y mettiez devant une machine à plusieurs, parce que alors même si tout seul ça s'utilise, c'est quand même mieux d'être à plusieurs et puis de faire des essais pour voir ce qui s'y passe. Sur la page de l'IFAP4, vous avez un résumé hyper compact et hyper rapide de toutes les commandes que vous devez connaître. Git clone, git commit avec le "-m", git push, git pull, git statut, git log, git add, git rm, git mv, git checkout, git reset head. Bon, j'ai un peu plus avancé. Git tag pour mettre un tag. Donc git tag, ça vous donne la liste de tous les tags. Pour ajouter un tag, c'est git tag-a pour ajouter, "-m pour le message. Ça rajoute tout ça. Oups, pardon, je ne voulais pas avancer. Et la résolution d'un conflit avec, il manque sur la page la git commit, il manque le git add, je ne sais pas où il est passé, il faudra que j'aille changer la page web. Ici, il manque le git add et le git commit quand on a un conflit. Alors, le résumé, guide pour votre projet, c'est indispensable, ça fait partie de la note. Bon, même si ça fait partie de la note, à la limite, c'est pas pour les 2 points que vous rajoutez Git à votre projet que vous allez le faire, mais ça, vous allez le faire parce que c'est vraiment, 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 vraiment indispensable. Il existe des tutos sur Internet qui peuvent vous entraîner à faire certaines pratiques. Ça peut valoir le coup d'aller y jeter un œil. Ah, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est l'histoire des guides diff et puis des guides et puis des différentes branches. Quand vous serez au point avec Git, vous essaierez de faire des branches, mais ça, ce sera plutôt à la fin de votre projet. Dernier point de secours, documentation de code. Euh, ça veut dire que donc les 2 premiers aspects qu'on a vus, il faut que votre code soit bien propre au moment où on va le lire, que les noms de vos fonctions, de vos procédures, etc. soient bien standardisés, que le langage choisi soit correct en français ou anglais, que votre code soit géré par un gestionnaire de version qui est Git. La 3e étape pour que votre code commence à passer au niveau un petit peu plus industriel que ce que vous avez pu faire avant, c'est de rajouter de la documentation. Rajouter de la documentation, c'est pas simplement mettre des commentaires, c'est d'avoir un outil qui va vous générer de la documentation à partir de votre code et des commentaires que vous avez mis. Donc la génération de documentation, ça peut être complexe si vous voulez le faire à la main. Par contre, il y a des outils qui vont vous analyser votre code et qui vont vous générer des PDF ou des pages web ou des fichiers de manuel sous Unix si vous avez besoin de ça. Mais le gros en général de la génération, c'est que vous voulez générer un PDF ou générer plutôt une page web. Ça veut dire qu'il va falloir rajouter des balises à votre code pour que ce générateur de doc il comprenne quelque chose et ait de l'information un petit peu plus que juste en lisant le code. Nous, on va utiliser Doxygen, qui est un générateur de code assez standard. Il fonctionne avec du C, du C++, du Java. Ici, il aurait fallu mettre un 3 petits points. Il doit pouvoir prendre plein d'autres types de langages, du Python, etc., etc. Le genre de choses que va vous générer l'Oxygène, il va vous générer des pages web avec des docs. Ici, vous avez la fonction, les paramètres. Quand on clique sur le paramètre, ça va renvoyer sur la page de doc de la classe avec à chaque fois en dessous le texte qui a été mis en commentaire. Alors évidemment, si le texte qui a été mis en commentaire est court, la doc va vous donner des informations qui sont courtes. Mais souvent, vous pouvez avoir des exemples de code. Vous pouvez même aussi avoir la page principale ici, du Pacman par exemple, avec dans la doc, vous avez mis l'introduction, comment compiler, comment exécuter, etc. Pour ceux qui ont fait une L1 ici, on peut aller regarder rapidement.
Graphic est généré entièrement avec d'Oxygène. Il n'y a absolument pas un seul morceau d'HTML. Donc même cette page-là, dans laquelle il y a des images, du texte qui n'est absolument pas du code, ça a été généré avec d'Oxygène en parsant le point H et en regardant ce qu'il y a dedans. Donc on ira peut-être voir après tout à l'heure à la fin du cours ce qui s'y est passé. Et donc là, vous avez même les exemples ici, ou les tutos, tout ça, c'est en parsant directement le code. Il y a des exemples de code ici. On peut cliquer sur cette fonction, ça va renvoyer la doc de la fonction. Voilà. Cette fonction-là, elle change la couleur par défaut du background. Ça a été généré. Si vous cliquez sur rectangle machin, cette fonction, elle dessine un rectangle. Ça, c'est des commentaires qui ont été mis dans le point C, dans le point H, et d'Oxygène a généré cette page web directement avec toutes les infos ici, avec le menu à gauche, sans écrire pas un seul morceau d'HTML ou de rien d'autre. C'est absolument pas du web, c'est vraiment d'Oxygène qui a tout généré. Donc pour que d'Oxygène fonctionne, bah, il faut l'installer. Après, il y a plein de petits modules qui tournent autour de d'Oxygène, comme GraphViz, etc., la tech, qui ne sont pas forcément indispensables. Installez-voir déjà d'Oxygène. Il existe de nombreux outils similaires à d'Oxygène, mais d'Oxygène, c'est gratuit, c'est simple d'utilisation, c'est devenu assez standard. Ça marche sous Windows, ça marche sous Linux, ça marche aussi sous macOS. Sous Windows, vous trouvez l'installeur. Sous Linux, vous faites un apt-get install de d'Oxygène. Sous Mac, il doit y avoir moyen de trouver le dépôt. Ce qui va changer dans votre organisation de fichiers avec d'Oxygène, c'est que maintenant vous allez avoir un répertoire doc dans lequel il n'y aura qu'un seul fichier, avec peut-être plus tard des PDF que vous aurez générés vous, mais en tout cas il y aura un fichier qui s'appelle Doxyfile, qui est le fichier de config de votre projet d'Oxygène. Dans le Doxyfile, il va y avoir des informations sur est-ce que vous voulez générer par exemple de l'HTML et un PDF. Et vous allez avoir de l'information aussi sur où est-ce que sont rangés les fichiers .h et .cpp qu'on veut rajouter dans la doc. Des options pour, par exemple, mettre un menu à gauche ou ne pas mettre un menu à gauche. En gros, il y a des tonnes et des tonnes de balises dans ce fichier-là qui donnent des informations à d'Oxygène sur comment générer la documentation. C'est assez simple d'utilisation, mais il faut quand même s'y plonger un petit peu dedans. Une fois que vous aurez lancé d'Oxygène, lui, il va générer des tonnes de fichiers dans le répertoire doc. Et vous avez le Doxyfile, ça c'est vous qui le maintenez. Le reste, les répertoires images, lui, il va stocker toutes les images pour les pages web. Dans HTML, il va sauvegarder tout le code HTML qu'il aura généré. Dans la tech, il va générer tout le code qui va servir à générer un PDF, etc., etc. Donc autant vous dire que tous ces fichiers-là ne doivent pas être gérés par Git, puisqu'ils seront régénérés par d'Oxygène à chaque fois qu'on va régénérer la doc. Le seul fichier qui doit être géré par Git, c'est Doxyfile. Tous les autres doivent être exclus du Git. Donc dans le Git ignore, il va falloir que vous mettiez tout ce qu'il y a là-dedans. Mais le Git ignore que je vous ai montré tout à l'heure le faisait très bien. Donc dans votre projet, ou dans le module image que vous aurez à rendre, vous allez aller là dans Bob Pacman Doc. Vous allez générer un fichier de projet vide ou par défaut dans ce répertoire-là. Donc vous allez dans le répertoire doc, vous faites d'oxygène-g, G qui est pour génère-moi un fichier de config, qui va s'appeler Doxyfile. Quand vous faites un ls, vous allez voir que le fichier Doxyfile existe. Vous allez éditer ce fichier Doxyfile, on va en discuter un petit peu plus loin. Une fois que vous avez édité ce fichier Doxyfile avec toutes les options de votre projet à vous, vous faites d'oxygène Doxyfile et lui va vous générer toute la documentation. On peut regarder dans, par exemple, non, alors dans le Pacman, il n'y avait pas la doc, mais on peut aller regarder par exemple dans Graphic. Dans Graphic, j'ai ça, il y a un répertoire doc ici dans lequel il y a un fichier Doxyfile, il est ici avec un grand D. Alors, si je fais d'oxygène et que je lance doc en minuscule, le fichier s'appelle Doxyfile, voilà, je le lance. Lui, il va me régénérer la doc, donc il lance sa moulinette. Ici, oh, alors oui, j'étais pas dans le bon répertoire. Oui, alors après, il y a une histoire, il faut le lancer depuis le répertoire doc. Donc ici, il n'a pas trouvé les fichiers, donc c'est plutôt qu'il faut que j'aille d'abord dans le répertoire doc. D'habitude, je le lance avec un make dans le makefile. Ah, regarde. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc là, il régénère toute la doc. On voit ici, normalement, alors il y a quelques messages d'erreur, mais
il vous raconte plein de trucs. Il a régénéré la doc, donc là, si je fais un ls, il a régénéré dans index.html la doc avec les nouvelles informations. Donc ici, je dois pouvoir lancer Firefox avec ce fichier-là. Ah oui, parce que je suis sous WSL, donc il faut que je lance le serveur X pour pouvoir ouvrir Firefox, mais si je lance Firefox avec ce fichier, ouf, alors ça c'est des messages d'erreur de Firefox, mais voilà, Firefox qui va s'ouvrir, ben non, enfin oui, c'est ouvert, mais il n'a pas trouvé le fichier. On va faire CTRL-O, on va l'ouvrir directement dans quoi? Ah là 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 là, l'effet démo qui marche pas, non là-dedans, ah oui, tout là-haut. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était le répertoire graphique. Ah bah, il est chaque fois tout en haut, dans index. Eh ben, je ne le trouve pas, je ne sais pas où il a généré le fichier, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave, je vous referai la démo peut-être tout à l'heure, je vais regarder, oui, il a dû faire des messages d'erreur d'oxygène que j'ai pas vu, ou il a pas dû réussir à générer des fichiers. Non, pourtant il a l'air d'avoir fini, il a généré des fichiers, non, bah, il doit y avoir. Bon, on va s'y déplacer avec l'explorateur, donc dans graphic dog, on va le faire comme ça. Ah ben il est là le index. Ah oui, je suis allé dans un répertoire trop loin. Voilà, donc là, en local, il m'ouvre le fichier que je vous ai déjà montré tout à l'heure sur le web, mais qui est le même, qui a été régénéré à l'instant avec d'Oxygène. Donc voilà, ce slide 73, c'est le plus important, c'est celui qui vous génère la documentation. Le fichier de config, il est découpé en sections, il est très bien documenté. Vous avez les options du projet, les options de compilation et les options de sortie, puis les options pour générer éventuellement des graphes de dépendance entre certains fichiers, bon, qui ne sont pas indispensables. Les choses que vous avez besoin de changer, c'est la balise project name, donc le nom du projet, la balise output directory, qui est le répertoire de sortie, qui est le répertoire point, extract all qui est un booléen qui est soit yes soit no, qui indique de parcourir les fichiers même quand il n'y a pas de balise spécifique d'oxygène dedans. Donc moi je vous invite à le mettre yes, ça veut dire que même si vous n'avez pas mis de commentaires dans votre fichier, va les inclure dans la documentation. Input, c'est un chemin vers le répertoire dans lequel vos sources sont stockées. File pattern, pas besoin d'y toucher. Normalement, vos fichiers s'appellent .cpp. Et le generate souligné HTML, par exemple, qui doit être à yes, ça va vous générer des pages web. Si vous voulez générer un PDF, il va falloir faire generate PDF et de le basculer à yes. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que maintenant, dans votre code, vous allez devoir rajouter des commentaires avec des balises spécifiques. Donc les commentaires maintenant dans Oxygène, la nouveauté, c'est qu'au lieu d'avoir un slash étoile, vous allez avoir un slash étoile étoile. Le étoile étoile indique à d'Oxygène que là, maintenant, ce commentaire-là est spécifique pour d'Oxygène avec les infos propres à d'Oxygène. La balise brief, ici avec un petit add devant ou avec un backslash, ça indique que le texte qui vient derrière, c'est une description brève de la chose qui vient derrière. Si vous ne mettez pas le brief, c'est une description détaillée que vous êtes en train de faire. La description brève, c'est celle qui apparaît juste sous le nom de la fonction. La description détaillée, c'est celle qui apparaît quand on clique sur la fonction. Donc par exemple ici, si vous voulez déclarer des commentaires qui sont en rapport avec cette méthode-là, qui prend comme paramètre un int, vous mettez un brief. Cette méthode machin fait blablabla, et c'est le petit texte que vous allez voir apparaître sur la page web là en bas. Vous pouvez mettre des déclarations d'oxygène, des commentaires d'oxygène pour donner des informations sur un fichier complet. Donc par exemple ici, avec le slash étoile étoile, brief, ce fichier-là, pacman.c, s'occupe de déplacer Pac-Man dans le jeu vidéo. L'auteur de ce fichier, c'est Monsieur Machin, on en est à la version numéro 1, il a été modifié à la date du temps. Bon, en général, vous allez mettre beaucoup moins d'informations, vous allez plutôt mettre déjà la description brève et puis le nom de l'auteur, ce sera déjà pas mal. J'en reviens à la méthode. Si je veux donner des informations sur les paramètres ici, donc j'ai la description brève. Si je veux donner des informations sur le paramètre, je vais mettre @param et puis le nom du paramètre. Ici, le nom du paramètre, c'est myparam.
celui qui va apparaître ici, et ça donne une information ici. Dans la page web, ça va apparaître comme ça, avec parameters, myparam, et puis le blablabla qu'on aura mis derrière. Le type de retour de la fonction, backslash return, avec le nom de les informations sur ce qui va être retourné. Si c'est une procédure, donc ça renvoie à rien. Et puis backslash code et backslash encode si vous voulez mettre un exemple de code. Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans la page de graphique. Quand vous voulez mettre des exemples de code, ici par exemple, tout ce truc-là, c'est un exemple de code qui apparaît dans la page principale de graphique et puis qui va apparaître ensuite sur la page web. Donc ça, c'est souvent très important parce que finalement, une fonction, il n'y a rien de plus intéressant qu'un exemple de code pour savoir comment l'utiliser. Les informations sur les paramètres, vous pouvez mettre in, out ou in, out qui sont soit c'est une donnée en entrée, donc un in, soit c'est une donnée en sortie, un out. Alors en C++, ça n'existe pas les données, les résultats qui sont que out. C'est-à-dire quand vous passez un paramètre en donnée résultat, il est toujours passé dans les deux sens, sauf que des fois, sémantiquement, la variable que vous passez n'est pas lue, elle est simplement élaborée. Des fois, elle est lue et élaborée, des fois, elle est juste lue. C'est pour ça que vous avez les trois niveaux. C'est entre données et données résultats. Le in, c'est une donnée, le out et le in-out, c'est données résultats. Donc là, par exemple, je donne des infos, je dis que le paramètre myParam, il est simplement passé en données et il va me servir à faire tel truc dans ma procédure. Vous pouvez aussi avoir un fichier qui s'appelle documentation.h dans lequel il n'y a pas de code, il n'y a que un commentaire d'Oxygène avec un backslash étoile étoile, puis vous mettez main page, ça c'est le titre principal de la page. Section pour donner les titres de la section. Donc ici j'ai une section intro, une section compilation, une section exécution. Ça va apparaître comme ça sur la page web. Mon intro, blablabla, j'explique ce que fait mon projet. Pour compiler, vous avez besoin de ça, blablabla. Pour exécuter, vous avez besoin de ça, blablabla. Pour générer la doc du code, vous avez besoin de rentrer ça, blablabla. Et ça vous génère la page web complète de votre projet. Les balises qui sont importantes, struct pour donner les commentaires d'une structure, fn pour documenter une fonction, typedef pour backslash typedef, c'est backslash ou at, hein. Ici j'ai mis les backslash, avant c'était les at. Backslash typedef pour commenter un typedef, backslash file pour donner des infos sur un fichier, brief pour donner une description courte, param pour expliquer ce que fait un paramètre, warning pour dire attention à cet endroit-là, c'est un piège, cette fonction ne peut pas être utilisée si vous lui donnez un chiffre négatif. Return pour donner des infos sur un paramètre de retour, backslash version pour donner un numéro de version, to do, vous pouvez l'utiliser pour faire vos to-do list, backslash to do, là vous rencontrez tout d'un coup un bug, ou backslash bug, il doit y avoir aussi quelque part, mais je ne l'ai pas mis là. Ah, si, il est ici en bas à droite. Vous trouvez qu'il y a un bug à tel endroit, vous n'avez pas le temps de le corriger, vous mettez juste backslash bug dans les commentaires en disant si j'appelle la fonction avec tel truc, ça va planter, il faut le corriger plus tard. Ou to do au début de votre classe, il faudrait que je rajoute telle fonction dans la classe, mais j'ai pas le temps de le faire. Vous mettez juste ça et au moins l'information est rentrée quelque part et elle va apparaître sur la page web. Donc Doxygène permet de faire beaucoup de choses, documentation en ligne, documentation interne. Ce que je ne vous ai pas montré non plus, c'est que vous pouvez avoir des options avec des graphes d'inclusion de fichiers. Vous pouvez savoir quel fichier va dépendre de quel autre pour, euh, pour avoir des informations sur dans quel ordre vous devez faire votre développement. Il est aussi capable de vous générer un graphe de classe qui peut servir pour l'IFAP4, qui va pouvoir vous servir aussi pour l'IFAP7 ou pour les cours que vous aurez en master. Je vous invite à aller voir la doc, je vous invite à aller voir les tutos, puis surtout à essayer. De toute façon, vous aurez à l'essayer sur le module image. Donc la conclusion pour ce cours, c'est que pour votre projet de l'IFAP4, vous devez absolument écrire du code propre, lisible, maintenable dans le temps, qu'on doit être capable de passer à un autre développeur sans qu'il soit complètement perdu. Donc, indenté avec des noms de variables, des noms de fonctions qui tiennent la route. De la documentation faite avec d'Oxygène, donc avec toutes les balises d'Oxygène que vous devez connaître. Vous avez vu qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Si vous connaissez une dizaine de balises d'Oxygène et un petit peu le principe de ce que fait l'Oxygène, c'est très facile d'utilisation. Votre code doit être géré par Git. Ça, c'est vrai pour l'IFAP4, ce sera vrai pour toutes les autres UE dans votre scolarité. C'est fini les points zip que vous envoyez par mail ou les points CPP que vous envoyez par mail. Votre code devra aussi être testé, mais ça on le verra dans le CM suivant. Et alors il y a des choses autour de Valgrind, de la gestion de mémoire, mais qui ne sont pas dans ce cours-là, qui sont basculées dans le cours d'après. Voilà, on en termine pour aujourd'hui.